Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargame Studio, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live pâture. Aujourd'hui je suis en compagnie de Pride pour la deuxième vidéo sur le manuel du général 2019 où aujourd'hui on va voir les nouvelles aptitudes d'allégeance, les nouveaux décors, les nouveaux scénarios, le nouveau mode de jeu de rencontre à 1000 points et pas mal d'autres petites choses. Je tiens de nouveau à m'excuser auprès de toi et auprès de vous, je vais devoir garder mes lunettes de soleil puisque suite à une grosse allergie j'étais un petit peu défiguré, enfin en tout cas mon visage a gonflé. J'ai pas supporté contraste. j'ai goûté le pinceau et ça m'a séché net, le côté droit il est reparti. En tout cas, on va aussi profiter de cette vidéo pour lancer le Pride Summer Challenge, puisque vous pourrez affronter 7 hommes tout au long de l'été sur la chaîne au format de 2019 points, puisque on est en 2019. Petit spoil, l'année prochaine, ça sera certainement en 2020. Mais là, on trouvait ça rigolo de casser un petit peu justement la limite des 2000 points, puisque on va le voir aujourd'hui, mais grâce aux nouveaux trahisons, vous allez avoir la possibilité, si vous avez un petit peu moins de points que votre adversaire, même un point de moins, de pouvoir déclencher un parmi 6 effets qui parfois vont faire la différence. Donc si vous n'avez pas peur d'affronter Cédoc... Non, je vais jouer Destruction. Oh, ok, si vous n'avez pas peur d'affronter sa destruction, putain le mec il va être musclé et tout vert. Hulk. Et vert peut-être, le reste on verra. Si vous voulez participer, c'est très simple, il suffit d'envoyer un mail à challenge@frenchwargamestudio.com avec une photo de votre armée et votre liste en 2019 points. Et derrière, on vous contactera pour pouvoir prendre rendez-vous et pour voir l'affrontement. Celui-ci sera bien évidemment retransmis sur la chaîne, mais maintenant, on va parler du manuel du général. Je vous attends. On se retrouve donc les Wargamers en compagnie de Pride. On a déjà fait une vidéo pour parler de l'augmentation ou la diminution des coups en points des différents War Scrolls. Là, on va réellement s'attaquer sur ce qui va vous faire gagner une partie, à savoir les nouveaux scénarios. Mais pas que, il va aussi y avoir des nouveaux triomphes, il va y avoir pas mal de petites nouveautés. Et je trouve que, tu vois, alors que j'ai été un petit peu déçu par l'adaptation des coups en points qui vont pas chambouler le méta, là, on est gavé de bonnes choses et ça, c'est très positif. Déjà, il y a quand même 12 scénarios sur 18 qui changent, dont certains de manière assez drastique. Donc ça forcément, sachant que le but d'une partie c'est de gagner le scénario, ça va nous emmener à repenser nos listes, effectivement comme tu as dit, plus que certains changements en points. Après on a des nouveaux triomphes, on a des nouvelles aptitudes de commandement, on a une nouvelle manière de placer les décors en jeu égal, donc en tournoi, ce qui va être assez intéressant aussi. Une harmonisation aussi des décors de chaque faction, enfin, et c'est là où c'est un gros plus. Enfin, même si déjà il y a une coquille et qu'il faudra une fac très vite. Et on a aussi des nouvelles allégeances, donc c'est plutôt bien. Tu parles de modifications, moi ce que j'aime beaucoup si tu veux, c'est qu'ils suppriment pas mal de frustration. Au niveau des scénarios, ceux qui étaient un petit peu gumble, où un mec pouvait faire un échec et mat s'il avait un tour 1, là on va se rendre compte qu'avec les nouveaux déploiements, les objectifs sont pas forcément aussi accessibles qu'avant, et ainsi de suite. Et ça c'est très positif. De même que pour les scénarios un peu typés héros, où seul par exemple un personnage sorcier ou avec un artefact pouvait prendre, là ça sera l'ensemble des personnages, au même titre qu'avant seul, où seuls les héros pouvaient le faire, maintenant ça sera les héros et les lignes. Enfin voilà, ils ont vraiment instauré quelque chose qui fait que on va pouvoir jouer de façon différente sans pour autant se faire break systématiquement. Ah ouais, c'était un jeu, on avait quand même tendance à dire qu'on pouvait jouer jusqu'au 5e tour. Il y avait, comme tu disais, certains scénars qui faisaient terminer les parties au tour 2 ou au tour 3 par manque de héros portant des artefacts ou parce que nos points étaient détruits. Et ça déjà, ça a aussi disparu. Donc on va vraiment aller jusqu'au bout. Voilà. Ce qui va diminuer la puissance des listes Alpha Strike et c'est bien aussi. Avant de rentrer dans ce qui va être applicable, on va dire, dans n'importe quel écosystème de jeu, on va quand même parler du nouveau système que Game Workshop veut mettre en place avec le principe de bataille de rencontre, en fait, qui est un format à 1000 points. On va pas s'attarder là-dessus puisqu'on a trouvé qu'il y avait énormément de coquilles, en fait, au niveau de ce format-là et qu'au contraire, il a créé justement des distorsions trop fortes entre les listes qui veulent juste découvrir le jeu, celles qui veulent être compétitives et même au sein, justement, de cette compétitivité, dépendamment juste de sa faction de cœur, on va être incapable ou complètement capable de pulvériser une liste adverse. Ouais, je pense que le format à 1000 points crée des disparités. En fait, ils ont essayé de limiter un certain nombre de chartes de bataillons, donc ça c'est plutôt bien. Vous pouvez jouer par exemple qu'un seul bataillon, vous pouvez pas jouer plus de 2 fois le même War Scroll, mais ils ont rien limité sur la taille des coups en points. C'est-à-dire vous pouvez jouer totalement au hasard une Mohorathi dans une partie à 1000 points, et elle va retourner la game. Surtout vu les scénarios qui sont proposés. Donc c'est un effort qui est louable, mais qui paraît pas hyper équilibré, et en tout cas on n'y a pas passé suffisamment de temps sur les tests pour être pertinent là-dessus. Pour rentrer cette fois-ci dans le détail de ce qui va être réellement structurant, on va passer directement à la page 56, c'est-à-dire le match play, avec déjà la décision d'harmoniser l'ensemble des décors au niveau de la cinématique de début de game, et déjà là c'est génial. Terrain de faction. Parfois, les aptitudes d'allégeance d'une armée lui permettent d'inclure une ou plusieurs éléments de terrain. Ils sont placés en plus des éléments de terrain de bataille rangés que le joueur doit placer comme expliqué ci-dessus. Dans une bataille rangée, le terrain de faction doit être placé à plus de 6 pouces du bord de champ de bataille, à plus de 6 pouces de tout autre élément de terrain et à plus de 3 pouces de tout objectif, en plus de toute autre restriction. Parfois, il sera impossible de placer un élément de terrain de faction. Dans ce cas, il ne sera pas utilisé. Alors la dernière phrase fait un petit peu peur, notamment pour les gnolls qui doivent être placés à moins de 8 et à plus de 6, et comme il faut plus de 2 pouces de large, pour eux ça va être un petit peu compliqué. Je pense que ça va être faqué assez rapidement. Maintenant, le fait de repousser les décors de
de faction à plus de 6 pouces des objectifs, c'est vraiment bien, parce que ça va éviter un peu l'anti-jeu que pourraient faire certaines factions. Et surtout, en fait, quand on regarde le paragraphe du dessus, ils ont décidé de normaliser le placement des décors, et de dire qu'une partie d'AOS à jeu égal à 2000 points ou à 1500 points, c'est 5 décors. Normalisé au niveau de leur taille aussi. Normalisé au niveau de leur taille. 3 gros décors qui sont des maximum des cubes de 10 pouces sur 10 pouces, et 2 petits qui sont des cubes de 6 sur 6. Que les joueurs placent à tour de rôle, donc ça va créer aussi une vraie stratégie au sein de la partie, parce que ça va nécessiter de faire des choix. On peut empêcher le placement du décor de l'adversaire là où ça l'arrangerait, etc. Donc quelque part, c'est plus de choix, donc plus de stratégie. À savoir, excuse-moi, mais qu'à ce moment-là, tu ne sais pas quels vont être les effets du décor. Et là aussi, il y a du nouveau. Ouais, là aussi, il y a du nouveau. Mais c'est vraiment bien, en fait. Ça va éviter les tables qui vont être trop compliquées à jouer, qui sont peut-être très belles pour le narratif, mais des fois, pour le tournoi, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, vous savez qu'officiellement, c'est 5 décors. Plus vos décors de faction. Juste pour avoir testé justement des déploiements avec cette nouvelle cinématique, 5 décors, c'est assez. Tu compares justement les tables narratives qui sont jolies aux tables tournois. Honnêtement, on peut très bien combiner les deux et arriver à un résultat qui est parfaitement satisfaisant. Bien sûr, c'est-à-dire qu'on peut avoir aussi plein de petits décors qui sont beaux sur la table et qui ne sont pas pris en compte. C'est-à-dire qu'ils ne repoussent pas les décors de faction ou qu'on ne leur génère pas des effets aléatoires. En tout cas, vous n'aurez que 5 décors qui repoussent les effets de faction. Autre truc qui est extrêmement bien, c'est que ces décors sont placés après le placement des objectifs. C'est-à-dire que la cinématique de déploiement, c'est vous avez votre déploiement, vous placez vos objectifs, puis vous placez vos décors. Donc terminez les objectifs qui se baladent dans le tour, ou etc., ils seront au sol et il n'y aura rien à 6 pouces autour d'eux. Et pour la jouabilité du jeu, c'est un gros plus, ça va éviter tous les problèmes de figurines chancelantes, tout ce genre de choses. Exactement, clarification au niveau de la cinématique de déploiement, ça veut aussi dire moins de prise de tête avec le joueur avec qui on joue, et ne serait-ce que ça en fait, ça fluidifie la partie. On le disait, ça va aussi être des nouveaux effets de terrain, on va lancer un D6 justement pour savoir si on va chercher dans les anciens effets, puisqu'il y en avait 6, ou les nouveaux, en gros 1, 2, 3, on relancera un dé et on choisira parmi les nouveaux, et 4, 5, 6, on jettera un dé. Parmi les nouveaux effets, on va avoir Luxurion, les figurines ne sont pas visibles les unes des autres si une ligne droite imaginaire de 1 mm de large entre les points les plus proches des deux figurines traverse plus d'1 mm de cet élément de terrain. Cette règle ne s'applique pas si l'une ou l'autre des figurines peut voler. C'est ni plus ni moins que la nouvelle règle qu'on ne connaît pas encore d'ailleurs pour les sylvanettes. Ils avaient déjà ça sur leur forêt d'avant, mais voilà, c'est concrètement la règle des forêts sylvanettes. Un bloquant. Alors le fait de n'avoir que 5 décors favorisait un peu le tir. Maintenant, vous avez une chance sur deux de vous retrouver avec un décor qui vous nerfe le tir. Mais grosso modo, ça reste quand même sympathique pour les armées de tir d'avoir des tables un peu moins chargées. Mais effectivement, ça peut être aussi un avantage. Quand on sait par exemple qu'on a des gros monstres qui ne volent pas, pour le coup, et qui se font déglinguer par des armées de tir, et ben si sur un des bords de table, vous allez avoir un décor luxuriant, vous irez le chercher. Et mine de rien, ça va donner de l'impact aussi aux dés de choix du côté, qui avant, on n'avait quand même pas énormément. Je suis d'accord avec toi. L'effet numéro 2 sera étrangleur, soustrayez 2 au jet de charge et de course jusqu'à un minimum de 0 pour les unités à 1 pouce ou moins d'un ou plusieurs éléments de ce terrain. Ça c'est pareil, c'est pas mal pour les armées aussi défensives qui vont ni trop bouger ni trop charger. Vous vous cachez derrière des éléments étrangleurs et si vos adversaires doivent les traverser en courant à travers ou en chargeant à travers, ils auront des -2. Donc ça peut être pas mal. C'est un décor défensif et c'est intéressant parce que c'est une nouvelle optique. Exactement, c'est une nouvelle optique combinée au fait que des armées, on va dire, basées sur la magie, on pense à Zench qui a vu son command point de nouveau diminuer alors qu'elle avait été castrée avant, peut-être que ça va permettre aussi de faire des armées un petit peu différentes. Des armées soit de gunline, où aujourd'hui, à part les Skaven qui font peur, mais on ne sait pas encore de quoi demain sera fait en termes de nerfs, et vont le permettre de jouer vraiment, comme tu l'as dit, défensif. En troisième effet, on va avoir volcanique. Au début de chaque phase de héros, jetez un dé pour chaque élément de terrain volcanique. Sur 6, chaque unité à 1 pouce ou moins de cet élément de terrain subit des 3 blessures mortelles. Celui-là, il est très anecdotique. Si vous avez vraiment pas envie de prendre les blessures mortelles, sachant que vous avez quand même qu'une chance sur 7 de les prendre, vous vous mettez à plus d'1 pouce du décor et c'est pas bien grave. Si vraiment vous voulez le couvert, tant pis, vous mettrez dans le décor et si 16% de chance de prendre des 3 mortels, c'est pas bien grave. Malheureusement, celui-là est un peu anecdotique, ce qui n'est pas le cas du prochain. On va avoir dominant sur un 4, donc, au début de votre phase de héros. Si votre général est à 1 pouce ou moins d'un ou plusieurs éléments de ce terrain, et que le général ennemi, lui, n'y est pas, ajoutez 1 au total de points de commandement que vous recevrez à cette phase de héros. Celui-là, il est quand même très très fort. Surtout quand on voit les points de commandement. Aujourd'hui, on doit les payer. C'est ça. Aujourd'hui, on les paye 50 points maintenant. C'est pas comme avant, on l'a déjà dit dans l'autre vidéo, mais je le redis parce que c'est aussi un changement qui est assez important. Avant, il vous restait 50 points, vous aviez un point de commandement en plus. Maintenant, pour avoir un point de commandement, il faut payer 50 points, ce qui fait que vous aurez moins de triomphes qu'on verra après. Voilà, vous aurez moins de triomphes. Donc on reste sur le fait qu'on ait 5 décors. Parce que maintenant, c'est les règles. Donc vous avez 5 décors. Vous avez une chance sur 12 d'avoir un dominant. C'est assez rare d'en avoir 2. Donc concrètement, vous avez un dominant dans un débord du champ de bataille, vous allez prier pour gagner le jet de dés, vous allez coller votre général dessus, faire en sorte que le général adverse n'y arrive pas, et vous allez générer un point de commandement par tour. C'est non seulement très fort, et en plus, je pense que ça peut potentiellement impacter aussi le choix de votre général. Parce que si votre général, à la base, c'était un gros démon majeur de corne qui fonçait tout droit, il va pas coller à côté du dominant, lui. Alors, par contre, le petit prêtre,
lui, il va y rester à côté de dominant. Donc vous allez vous dire peut-être que je vais comprendre. Moi, ce que j'adore, si tu veux, c'est que en gros, c'est high risk, high reward. Dans le sens où ton général, tu l'auras déjà choisi, en fait, puisque ça sera au moment de ta liste. Et quand tu vas justement tirer ça, peut-être que ton prince démon ou ton buveur de sang, bah, il va être obligé de jouer défensif parce que ça sera plus rentable que de gagner un point de commandement. Évidemment, comme tu disais, si le trait est structurant, tu vas pas changer ton général pour ça. Mais si tu as le choix entre plusieurs traits qui sont des fois pas forcément extraordinaires, maintenant. Parce que tu es dans une loge, par exemple, de Fire Slayer, et que le trait il est mauvais et que tu dois le mettre à quelqu'un, bah tu vas le mettre à un mec qui va rester derrière. Parce que du coup, si tu as un dominant, tu seras content, tu le rentabiliseras comme ça. Ensuite, on va avoir Guérisseur en numéro 5. Au début de votre phase de héros, jetez un dé pour chaque unité amie à 1 pouce ou moins d'un ou plusieurs éléments de ce terrain sur 6. Vous pouvez guérir des 3 blessures allouées à cette unité. Bon, c'est l'inverse du volcanique. Alors pour le coup, c'est un petit bonus parce qu'on sera content de prendre le plus 1 pour le décor. Et si en plus on peut guérir des 3 PV, on le prendra. Il n'est pas très impactant non plus. Annulation. Sur du 6, à la phase de héros ennemi, si un ou plusieurs héros de votre armée sont à 1 pouce ou moins d'un ou plusieurs éléments de ce terrain, l'un d'eux peut tenter de dissiper un sort comme s'il était sorcier. S'il peut déjà dissiper un sort, il pourra tenter d'en dissiper un de plus. En outre, un sort persistant qui est placé ou finit son mouvement à 1 pouce ou moins de cet élément sera dissipé automatiquement. Bah, c'est quand même un bon garde-fou et une bonne défense. Par exemple, les armées de Caradon ou de Fire Slayer, etc., s'ils ont ce genre de décor, ils vont mettre tous leurs persos dedans. Parce que ça leur donnera de la dissipe. Et quand on a une grosse Deathstar ou un truc comme ça, qu'on ne veut pas se prendre un soleil violet à 50 points, là, les mecs, on va se mettre sur ce genre de décor. Donc celui-là aussi sera assez impactant. Celui-là, il est pas mal. Impactant. Ça sera vraiment ce rocher est ma maison. Voilà. Donc celui-là, il est bien, le dominant est bien, le luxuriant est bien, et l'étrangleur est bien aussi. Donc sur les 6, il y en a quand même 4 qui sont assez impactants. Ce qui est pas mal. Alors, honnêtement, on a fait le tour là de ces décors, on va pas rappeler les précédents, je trouve que c'est ultra positif. Maintenant, est-ce que tu penses pas que ça complexifie un petit peu la table de jeu en se disant, attends, maintenant il faut que je me rappelle de 12 effets possibles. Et, franchement, on va être obligé de mettre des marqueurs. Bah déjà, sur les 6 anciens, on avait des marqueurs. Il me semble que dans la version Deluxe du manuel général, où c'est assez facile, on a les symboles, d'imprimer des petits marqueurs et de les mettre dessus. La plupart des orgas de tournoi, des fois même à l'ETC, on a joué avec des bouts de papier avec écrit ce terrain il est exaltant, ce terrain il est fatal. Après, retenir 12 effets, c'est pas non plus trop complexe. Au pire, on s'imprime la page du manuel, on l'a à côté. Et un truc comme dominant, on va le retenir très vite. Voilà. Guérisseur aussi. Certainement content de faire ton 6 en mode I. Voilà, moins vite. On passe maintenant à quelque chose de super fun et assez structurant qui va parfois vous encourager à mettre moins de choses dans vos listes. C'est les triomphes. Ça a un petit peu changé par rapport à avant. Dans une bataille rangée, vous devez utiliser le tableau de triomphe suivant au lieu de celui du livre de règles standard. Donc ça déjà, excellent point. Ça annule les 3 précédents. Alors vous verrez, les 3 précédents, ils sont aussi, sauf que maintenant, ils vont être 6. Par contre, il y a une petite phrase après où là, pour le coup, on fait un petit peu caca dessus. N'effectuez pas de jet pour le tableau de triomphe si vous avez remporté la bataille précédente. Ça, honnêtement, pour nous, il faut clairement pas l'appliquer parce que ça crée un déséquilibre qui va être trop fort dépendamment de votre deuxième round à un tournoi. Ouais, ce qui est dommage, c'est qu'ils disent, vous devez appliquer ça. Et derrière, ils te mettent une phrase de merde comme ça, un petit peu à la Age of Sigmar V1, où tu regardes ton adversaire dans les yeux, s'il les baisse, eh ben, tu peux relancer un dé. Ou si jamais tu dis quelque chose en sautant. Et ce genre de truc, c'est complètement foireux, quoi. Tu peux pas faire quelque chose de compétitif où derrière, il n'y a pas une notion de méritocratie. Et là, malheureusement, bah, c'est pas terrible. Bah, quelque part, tu as la notion de méritocratie vu que tu as gagné la partie d'avant. Mais ça crée un déséquilibre. Et puis le problème, c'est que théoriquement, un tournoi s'est fait en ronde suisse, donc à la ronde 2, les deux ont gagné leur partie d'avant. Donc qu'est-ce qui se passe? Je pense que la plupart des orgas trancheront ça en disant qu'on jette systématiquement un D6 parce qu'il y a quand même des effets qui sont très forts et les choisir c'est trop fort. Exactement. Alors d'ailleurs, au niveau justement de ces choix, à la place, en gros le joueur qui a dépensé le moins de points pour sélectionner son armée peut effectuer un jet sur ce tableau. En gros sur un 1, on va retrouver inspiré, puisque c'est un effet qu'on connaît déjà d'avant. Une fois par bataille, quand une unité ennemie est choisie pour tirer ou combattre, vous pouvez dire qu'elle est inspirée. Dans ce cas, vous pouvez relancer les jets de touche ratés pour cette unité jusqu'à la fin de la phase. 2. Sanguinaire. Une fois par bataille, blablabla. Dans ce cas, vous pouvez relancer les jets de blessures ratés. 3. Une fois par bataille, quand une unité amie doit faire ses sauvegardes d'armure, vous pouvez dire qu'elle est indomptable. Dans ce cas, vous pourrez relancer les jets de sauvegarde ratés. Attention, on annonce avant de voir les jets de dés. Ça, c'est super important. Vraiment, soyez fair play. Dites-le à votre adversaire. Attention, j'utiliserai sur cette unité ça. Au moins, il n'y a pas de débat. Ah bah de toute manière, un gars qui ne le dit pas, ne le fait pas. Enfin, moi je l'aurais laissé faire parce que je suis sympa. Et surtout, j'ai plus que mon côté gauche pour vivre. Donc on va dire son côté gauche qui est sympa. Le droit est parti. Parmi les nouveaux, on va avoir insoumis. Une fois par bataille, avant d'effectuer un test de déroute, vous pouvez dire que cette unité est insoumise. Dans ce cas, vous ne devez pas effectuer de test de déroute. 50 points et un point de commandement économisé. Sur un triomphe, c'est pas mal. Ouais, carrément, ouais. Ensuite, on va avoir 5 inspirants. Une fois par bataille, avant d'effectuer un jet de course ou de charge pour une unité amie, vous pouvez dire qu'elle est impatiente et donc elle pourra relancer ce jet-là.
Sympa. Bah, c'est bien parce que ça permet de faire une relance des charges sans utiliser de point de co et sans être à portée d'une bulle de héros. Donc la petite unité satellite qui elle est faible tout seul dans son coin ou ce genre de choses et qui n'a pas de héros pour la synergiser là-dessus, ou si tu n'as simplement pas envie de dépenser un point de co, tu as une relance en plus. On va quand même rappeler la cinématique du fait d'utiliser le point de co quand on est à 6 pouces d'un héros ou 12 pouces de son général pour pouvoir faire une course auto à 6. Ouais. Ça se fait après avoir vu le jet de dés. Ouais. Donc en fait, tu peux te dire, vraiment, tu as un point de commandement et c'est fait pour un Voltarnus qui va faire que tout le monde va gagner plus d'une attaque. Tu peux dire, attends, triomphe. Je jette le dé, il ne me convient pas, je le relance, faut vraiment pas avoir de chance, et si c'est le cas, alors je claque mon point de co. Ça marche parce qu'en fait, c'est pas deux relances, on n'a pas le droit de relancer un dé plusieurs fois, mais là, en fait, l'utilisation du point de co n'est pas une relance, il transforme le jet en 6. Donc vous pouvez faire ça, c'est mettre toutes les ressources, donc elle a vraiment intérêt à être utile, ta charge, mais effectivement, si c'est pour Voltarnus, voilà, pour choper un objectif qui fait gagner la partie. Yes. Et enfin, le dernier va être rusé une fois par bataille. Quand vous utilisez une aptitude de commandement, vous pouvez dire, auquel cas qu'elle est rusée. Dans ce cas, vous ne devez pas utiliser de point de commandement pour utiliser cette aptitude. Ah, ça, c'est très fort. En fait, c'est mieux que c'est plus fort que 50 points, en fait. Bah, c'est mieux que les deux d'avant, parce que ça te laisse une latitude dans le choix qui est vraiment très bonne, quoi. Et ça, ouais, donc franchement, j'aime beaucoup celle-là. On le rappelle, ça sera aléatoire, il y en a 6, pour le coup les 6 sont bien, et vous le saurez au début de la partie pour savoir justement quand la claquer. Ouais, les triomphes, ça retourne souvent des parties, il y a malheureusement beaucoup de joueurs qui les oubliaient déjà avant. Tu sais que je les oublie tout le temps, par contre dès que c'est dans mon cul, je me dis que c'est trop fort. Ouais voilà, non mais franchement, typiquement la relance des saves sur le gros perso sur lequel vous êtes tombé, vous l'avez oublié, le guerre lance toutes ses saves sur un gros perso qui est bien tanky, ça peut complètement fausser les stats, donc c'est vraiment très impactant. Ou la relance des touches ou des blessures, c'était déjà le cas avant. Donc mine de rien, c'est des fiabilisateurs en plus, ça renforce un peu pour moi l'utilité des triomphes. Donc on va réfléchir un peu plus dans la liste, surtout qu'avant, si on voulait plein de points de co, bah on se disait je joue avec 1500 points, j'ai 10 points de co et j'aurai forcément mon triomphe. Bah maintenant ça marche plus comme ça. Si t'as 1500 points et que tu veux tes 10 points de co, t'es à 2000. Ouais. Donc t'as plus de triomphe. Donc maintenant des fois on va se poser la question, on a vu qu'il y avait des petits endless spells à 10, 20, 30 points. On va se dire, le petit endless spell qui est pas très utile mais je le prends parce qu'il faut finir ma liste, et ben est-ce que je vais pas plutôt aller chercher le triomphe? Donc encore une fois ça fait faire des choix et c'est bien. Ouais carrément ouais. Ensuite, on va passer aux nouvelles aptitudes de co. On peut, si on le souhaite, prendre ces 3 supplémentaires en plus. C'est un choix, encore une fois, là, ce n'est pas une obligation, alors qu'on l'a vu pour les triomphes, c'est une obligation. Utiliser de nouvelles aptitudes de co. On va passer à attaque totale. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement au début de la phase de combat. Si vous le faites, choisissez une unité amie entièrement à 12 pouces ou moins d'un héros ami ou entièrement à 18 pouces de son général. Vous pouvez relancer les jets de touche de 1 des attaques effectuées par cette unité jusqu'à la fin de la phase. Alors à voir déjà que maintenant on est quand même vraiment sur de la V2, donc on est sur du Wally Within 12 ou 18, donc encore une fois le choix du général est important parce que la bulle de 18 elle est assez importante, et c'est un fiabilisateur de relance des 1 pour toucher, toutes les armées n'en ont pas, donc c'est très bon à prendre aussi. Yes. Défense totale, vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement au début de la phase de combat. Si vous le faites, choisissez une unité amie entièrement à 12 pouces ou moins d'un héros, ou entièrement à 18 pouces ou moins d'un héros qui est son général. Vous pouvez relancer les jets de sauvegarde de 1 des attaques qui ciblent cette unité jusqu'à la fin de la phase par contre. Bah, c'est moins fort qu'un bouclier mystique, parce que le bouclier mystique tu l'as jusqu'au début de la phase de héros suivante. Maintenant il y a des armées qui n'avaient pas accès au bouclier mystique, et t'es quand même content d'avoir ça. Pour un point de commandement, bah, tu rends plus tanky de tes unités. Bah, tu n'as pas de sorcier, Fire Slayer par exemple, ou Idonet, ou ce genre de choses, quand tu n'as pas toujours de sorcier. Et bien justement, même aujourd'hui, en fait, on l'a vu dans le dernier manuel général, on a des héros qui ont parfois en fait gonflé en points. Sous-entendu, ceux à 100 sont peut-être parfois passés à 130 ou ce genre de choses, notamment le Nécromancien, qui est passé à 130 points. Alors lui, il n'était pas là pour, on va dire, mettre des boucliers mystiques, mais pas si trop, on prend le cas des Idonettes avec un Tidecaster à 100 points, tu te dis que potentiellement, là, c'est 2 PC au début de ta liste. Et honnêtement, moi je te dis la vérité, un Tidecaster armé quand tu veux inverser la marée quand tu l'as en général, sinon tu ne le joueras pas. Ouais. Et là, tu te dis, je préfère carrément avoir un PC, tu peux pas le contrer, c'est pas un sort qui passe sur du 7 ou du 8 où tu n'as aucun contrôle dessus. Et ben moi, je sais qu'en tout cas, en tant qu'Idonet, à partir du moment où j'inverserai pas la marée, je préfère systématiquement partir là-dessus. Bah, si tu pars du principe que par exemple ton Tidecaster est là que pour lancer bouclier mystique dans les 2 premiers tours sur ton pack d'Ishline parce que tu en as besoin dans ta stratégie, t'as raison, tu te prends 2 points de co, tu le fais 2 fois automatiquement. Et ben je vais le faire maintenant. Et ben voilà. Donc effectivement, dans les Donuts, c'est un très bon exemple de la fois où tu peux garder ce point de co parce que imaginons que tu n'aies pas besoin de lancer ton bouclier mystique, ça te fera un point de co pour une attaque de Volturnos ou ce genre de choses. Donc effectivement, ça peut aussi se réfléchir à ce niveau-là. Et enfin, dernière aptitude de co, ça va être tir de volée. C'est la même chose que l'attaque totale. Sous-entendu, l'attaque totale, c'est relance D1 en phase de combat uniquement. Là, ça sera relance D1 en phase de tir uniquement. Ouais, bah c'est bien le game, c'est pas oublier le tir. Voilà. On a fait le tour ici des changements, on va dire, majeurs au niveau des triomphes, des aptitudes de co et des décors. Et honnêtement, ces 3 pans, c'est que du positif. Bah, c'est que du positif. Vous passez de 6 effets de décor à 12, vous passez de 3 triomphes plus marrant en fait à 6, et en plus des vraiment bien, et vous passez de 3 traits de commandement génériques à 6 que tout le monde a tout le temps.
Donc dans tous les cas, c'est que des bonus, pour toutes les armées. Et surtout, c'est souvent des bonus qui intéressent les armées les moins bien loties. Par exemple, la relance D1 pour toucher, les Daughter of Cain ou les Idonettes l'ont de base. L'Iron Joe l'avait pas, par exemple. Donc maintenant, l'Iron Joe, il a accès à ça. L'Iron Joe, il a accès au bouclier mystique. L'Iron Joe, il a accès à des choses comme ça. Donc c'est vraiment intéressant. Et ça renforce, pour moi, encore plus le bas du tableau, on va dire, des tiers. Et autre chose aussi, hein, mais ça veut dire que derrière tu te fais sniper ton personnage parce que t'as une erreur ou parce que le mec a vraiment une liste qui te permet de prendre une menace et de la retirer, et ben même sans ton sorcier, tu vas être capable au moins de fiabiliser tes sauvegardes. Bah, il te faudra un autre perso à côté qui n'a pas encore été snipé. Lui, mais effectivement, oui, au moins, jusqu'à ce qu'il soit snipé au tour d'après, c'est ça marche. Pour le coup, ça marche. On passe maintenant à ce qui va faire la richesse et la rejouabilité de Age of Sigmar. C'est les 12 nouveaux scénarios, ils sont au nombre de 18 puisqu'il y en a 6 dans le bouquin de base. Honnêtement, quand vous allez voir cela, utilisez plutôt les 6 du bouquin de base, hein, parce que ceux-là, ils sont tellement plus frais en fait. En fait, c'est les 12 d'avant, c'est-à-dire ceux qui étaient dans le manuel général 2018, mais ils ont été subtilement modifiés pour être moins frustrants, se terminer moins vite, autoriser plus d'options de jeu, etc. Bon, mauvais exemple pour commencer avec le couteau dans le cœur, qui n'est pas le scénario le plus compliqué. Vous avez en fait un objectif dans chaque zone. Donc comme vous pouvez le voir à l'image, la zone de déploiement a été modifiée, c'est concrètement la seule chose qui change sur ce scénario-là. Maintenant, ça crée des zones de déploiement un tout petit peu plus intéressantes. Vous pouvez rester à 9 pouces du territoire ennemi, donc vous êtes à 18, donc ça reste un gros scénario de corps à corps, qui n'a pas été énormément modifié, mais je pense que les nouvelles zones de déploiement sont plus stratégiques. Je suis complètement d'accord avec toi, en fait, puisque ces espèces de petits L, en fait, vont te permettre, en fait, à ton tour 1, de systématiquement refermer, on va dire, les brèches que tu peux avoir sur ton objectif à toi. Ouais. Voilà, donc il est assez intéressant pour ça. Faut pas oublier que là aussi, le placement des décors théoriquement fait par les joueurs, des 5 fameux décors, va impacter pas mal aussi ce scénario-là. Ensuite, vous avez le scénario de conquête totale, lui aussi a été très peu modifié, encore une fois, c'est une question de zone de déploiement. Vous restez à 18 pouces les uns des autres, ça reste un scénario de corps à corps, 2 points chez vous, 2 points chez l'adversaire. Si vous reprenez le contrôle d'un objectif que votre adversaire tenait, vous marquez 2 points au lieu d'1, sinon c'est du assez classique. Ce qui change au niveau de la zone de déploiement, c'est qu'avant vous avez vos 2 objectifs chez vous, pareil pour l'adversaire, là vous en avez 2 en zone neutre. Donc le choix du premier tour, qu'on a de plus en plus tendance à laisser à l'adversaire, pour pouvoir tenter le double tour fin de T1, début de T2 qui est assez impactant, bah ça va être plus compliqué parce que s'il va chercher les 2 objectifs en zone neutre, qu'il a une arme avec suffisamment de projection, c'est plus compliqué pour vous. Donc c'est pas mal aussi à ce niveau-là. Ensuite, vous avez Dualité de la mort. Celui-là a beaucoup changé pour 2 raisons. Déjà, le mode de déploiement est totalement éclaté. Maintenant, vous séparez votre armée en 2 ou pas d'ailleurs. C'est trop fun. Excuse-moi, c'est trop cool. Ou pas, hein, parce que si vous jouez vraiment en bulle, vous laissez tout dans un petit quart de table. Mais vous êtes quand même vraiment loin et isolé des objectifs. Hein. Par contre, ce qui a changé, et pourquoi ce scénario est quand même beaucoup moins frustrant, c'est qu'il n'y a plus que les héros qui peuvent tenir les points. Il y a les héros et les lignes. Et concrètement, ça change tout. Voilà, c'est-à-dire que c'est terminé, vos 2 persos qui se font sniper tour 1 par une pluie de nergueule et vous avez perdu automatique sans avoir eu le temps de jouer. Ça m'est arrivé, c'est pas rigolo. Voilà. Donc la plupart des armées jouent quand même beaucoup de lignes, parce qu'encore une fois, une bonne armée, c'est celle qui a des bonnes lignes. Donc vous allez jouer ce scénario jusqu'au bout. Par contre, c'est le même système de prise de points qu'avant. C'est-à-dire que concrètement, c'est pas au nombre de figurines. Si votre héros tient l'objectif, s'il y a une ligne de 30 mecs qui arrive dessus, elle reprend pas le point. Il faut tuer le héros pour reprendre le point. Donc ça reste quand même assez intéressant. Versus le nombre de points. Faut le déloger, c'est pas juste le poids du nombre. Mais honnêtement, celui-là, je pense qu'on a vraiment envie de le tester parce que le nouveau mode de déploiement me paraît très sympa. Honnêtement, ce qui est rigolo, si tu veux, c'est que ce genre de déploiement s'apparente à ce qu'on fait en tournoi fun où en gros, les orgas nous imposent de diviser ses forces. Et honnêtement, c'est trop drôle. Ouais, donc franchement, c'est super positif. Je pense que celui-là a beaucoup changé, je pense qu'il va être très sympa. Il va être tout aussi stratégique, puisqu'encore une fois, le fait de vite se positionner sur les objectifs et tout, mais aussi de fermer des portes, tout simplement. Ah oui, parce que là, il y a un gars, tu peux l'enterrer assez vite dans sa zone de déploiement. Enfin, une partie de son armée, si tu as suffisamment de projection, tu peux l'enterrer. Et le temps que les copains viennent le libérer. Mais à l'inverse, tu peux aussi ne pas t'en occuper parce que par manque de projection, il pourra pas y aller. Bah c'est sûr que si tu as une unité très très lente posée dans un coin, tu peux l'oublier. Ouais. Voilà. Donc le déploiement va être important. Ensuite, vous avez l'assez classique bataille du col. Vous avez un déploiement en tête de flèche. C'est pareil, vous avez des objectifs dans les zones neutres. Vous avez des objectifs chez vous, mais qui sont dans la pointe de la flèche. Ça va éviter le coup du quarterback où tu as tout le monde en ligne et tu as tout qui se précipite. Aujourd'hui, ça va être plus dur de se balancer. Même discours, le fait de pouvoir se déployer justement en tête de flèche, ça fait que tu vas pouvoir empêcher, on va dire, des armées Alpha Strike en faisant des cordons intelligents qui vont faire en sorte qu'ils ne pourront pas impacter ce que tu as mis, on va dire, quasi devant. Ouais. Tu vois, il y a énormément de choses à faire avec ce genre de déploiement. C'est super intelligent de la part de Games et honnêtement, ça fait du plaisir. Donc, en fait, on voit que c'est des subtils changements parce que le scénario, il n'a pas beaucoup bougé, même pas du tout. Il y a juste la zone de déploiement qui a changé et concrètement, je pense que la manière de jeu va totalement changer. Donc ça, c'est bien. Là, on est typiquement sur quelque chose où, encore une fois, c'est pas le coup en point qui va dicter la méta, c'est les armées qui vont savoir réagir à ce genre de déploiement. Tout à fait.
C'est un jeu de mouvement, Pride. Faudrait que tu le retiennes un jour. Ouais, je vais retenir ça. Ensuite, vous avez chute d'étoiles, donc classique, une comète qui tombe au milieu du champ de bataille au tour 2, les deux suivantes qui tombent au début du tour 3 avant le jet d'initiative, ce qui change beaucoup de choses. Seulement avant, vous jetiez un dé, il tombait dans le milieu du tiers de table que vous aviez. Maintenant, vous jetez 2d6 et il tombe dans une des 12 zones. Ce qui est bien, c'est que avant, la comète ne pouvait tomber qu'à 3 endroits différents. Donc en mettant 3 unités pas trop mal placées, on savait fermer la partie en fait. Où la comète avait tombé. Effectivement, des fois tu pouvais fermer la game. Ou alors tu pouvais tenter de faire l'impasse en disant je protège 2 tiers de table et je laisse tomber un, j'ai quand même 2 chances sur 3 si je suis un peu en galère que la comète tombe quand même chez moi et je m'en sors. On va devoir suivre cette comète en fait, versus le fait de parier sur un endroit. Là je pense qu'il faut plus attendre qu'elle tombe pour aller les chercher plutôt que de se dire. Ou alors vraiment avoir un énorme map control. Après vous voyez la carte à quoi elle ressemble. Au niveau du mesurage, ça va être un tout petit peu pénible de regarder là où la comète va tomber. Ça va un tout petit peu alourdir le jeu au début du tour 3. Bon, c'est la seule toute petite doléance, mais c'est pas bien grave. Ensuite, vous avez personnellement un de mes changements préférés sur un des scénarios les plus techniquement intéressants, mais qui des fois engendraient énormément de frustration quand vous perdiez tour 1 parce que votre adversaire avait une projection monstrueuse et vous brûlez tout, c'est terre brûlée. Déjà maintenant, vous avez 8 objectifs et plus 6. Ça change quand même beaucoup de choses. Et vous êtes en marteau, enclume et plus en hôte de guerre. Voilà. Et ça, concrètement, ça change tout. Parce que la capacité que vous allez avoir de protéger vos objectifs est quand même plus grande qu'avant. Et je trouve ça vraiment intéressant qu'ils aient fait ça. Je pense que c'est terminé les auto-loose T1 sur ce scénario-là, parce que vous jouiez contre un cerf à fond, qui vous enfermait, qui téléportait ses skinks et qu'il avait gagné au tour 1. C'est vrai, et en plus, ce qui est con à dire, c'est que dépendamment du cercle de jeu dans lequel on joue, soit on va marquer des 3 points quand on le brûle, soit on va marquer 2, par exemple en tournoi. Et le fait de lisser ça sur 8 objectifs, quand on joue en random, bah ça lisse les chances, on va dire, d'avoir la même chose que l'adversaire. T'as raison, c'est mieux. Enfin, de toute manière, plus il y a d'objectifs, plus les parties sont intéressantes. Parce que plus ça nécessite de faire des choix, d'avoir un bon map control, d'avoir le mouvement nécessaire pour aller chercher. C'est des objectifs qui sont quand même très profondément dans la zone de déploiement de l'adversaire. Hein. Donc si vraiment il a une bonne gunline défensive qu'il arrive à vous bloquer, les objets chez lui vont être compliqués à aller chercher aussi. Donc il est quand même vraiment pas mal pour ça. Ensuite, vous arrivez sur Engagement Total, donc qui était le premier des nouveaux scénarios du manuel général 2018. Petite doléance au niveau de celui-là, en fait, vous n'avez toujours pas le droit d'avoir des réserves, vous avez toujours 2 objectifs dans chaque camp. Avant, ce qui était intéressant, c'est que la zone de déploiement ne prenait pas toute la largeur de la table, on excluait une partie, donc vous aviez des zones neutres. Et là, en fait, il n'y en a plus. Après, le déploiement en diagonale est aussi assez intéressant parce que couvrir la totalité de la ligne, bah, c'est beaucoup plus dur sur une diagonale que sur une ligne. Donc c'est plus difficile d'enfermer l'adversaire chez toi. Et les objectifs sont placés de manière assez étrange et nouvelle, et plus profondément dans les territoires des joueurs. Donc va vraiment falloir aller les chercher. Encore une fois, il va falloir avoir de la force de pénétration dans ce scénario-là pour ne pas jouer le nul. Voilà. Mais est-ce qu'il est vraiment meilleur que ce qu'il était avant? Celui-là, j'ai mis peut-être une petite réserve. Ensuite, vous avez Point Focaux qui a opéré l'énorme changement de passer les objectifs d'une croix, d'un plus en fait, à un signe multiplié. J'ai pas compris, par contre, là, en plus, la zone de déploiement a changé aussi, ce qui fait qu'en fait, avant, vous aviez très rapidement 2 points chez vous et 1 point au milieu, et là, vous avez très rapidement, dès le début, en fait, 2 points chez vous et 1 point au milieu. Peut-être qu'il est plus récent, qu'ils avaient moins de recul, qu'ils l'ont pas énormément modifié, celui-là. Ça reste un scénario qui est très intéressant, vous avez toujours le système de quand vous composez 2 points opposés, vous marquez 3 points. Donc, pareil, encore une fois, vous avez la même distance entre les 2 points qu'avant, ça n'a pas changé. Ça nécessite d'avoir la projection pour aller chercher les points en face, parce que suffit de marquer 1 ou 2 fois les combos en tenant les 2 points en général pour le gagner, celui-là. Voilà, en tenant le centre. Donc il reste assez intéressant. Ensuite, notre petit préféré, à tous les deux, la mère de toutes les vertus, qui est, je pense, des 18 scénarios, qui était déjà celui qui était le plus compliqué à appréhender, qu'il est toujours, qui est passé en marteau et enclume. Et ça, ça change tout. Donc ça, c'est pareil, plus de profondeur au niveau des scénarios, donc plus de capacité à les défendre. Et aussi, ils étaient moins étalés. Avant, le problème, c'est que vous aviez 3 points très importants. Certaines armées d'élite ou compactes avaient du mal à défendre leurs 3 points. Maintenant, elles vont un peu plus pouvoir le faire. Et ce que tu disais, c'est que c'est le fameux scénario où on stack les points, qui nécessite vraiment d'avoir une vraie vision de jeu tout au long des 5 tours. Celui-là, il est vraiment... Yes, puisqu'en gros, en fait, plus on va attendre avant de les péter, plus on va marquer de points. Et le fait est que là, on sera moins sanctionné par un mec qui tour 1 en fait en crame 3, on n'aura pas la faculté de projection et donc on gagne automatiquement tour 1. Ouais, là, on va quasiment systématiquement pouvoir les bloquer en fait, puisque on rappelle qu'en largeur, la table va faire 36 pouces et que vous empêchez l'effet théoriquement à 9 pouces. C'est-à-dire que vous mettez 2 unités, vous couvrez 19 pouces, vous en couvrez 27 si on prend le bord de table. Donc
automatiquement vous allez pouvoir plus protéger vos objectifs et donc en fait pousser la partie jusqu'au tour 4 ou 5 et c'est ça qu'on aime en fait. Ouais, ça c'est vraiment bien. Donc en fait pour moi celui-là est plus équilibré et un peu comme Terre Brûlée, même s'il est toujours à 6 objectifs et pas à 8, ça aurait été bien qu'il passe à 8, mais en marteau enclume ça aurait peut-être été un peu l'embouteillage, à moins d'en avoir un vraiment très au fond, mais du coup il va être un peu moins gamble tour indépendant qu'il pouvait l'être avant, donc ça c'est bien aussi. Petit changement sur le scénario suivant, objectif mouvant. Qui est aussi très bien. Qui est aussi très bien, c'est-à-dire en fait avant vous étiez en marteau enclume, maintenant vous repassez en aube de guerre. Ce qui est intéressant dans le sens où là vous avez un point qui vaut 3 déterminé aléatoirement et les deux autres valent 1. Avant, comme ils étaient quand même très resserrés en bord de table, c'était quand même assez facile de se dire j'essaie de contrôler le bord de table par l'intérieur en fait des 3 points et quel que soit grosso modo celui sur lequel ça va tomber, ma grosse unité au milieu va réussir à le tenir. Là vous allez devoir faire des vrais choix en fait. Est-ce que je pars à droite, est-ce que je pars à gauche, est-ce que je... Et comme tous les tours ça change, et ça peut rester là, mais vous avez quand même 2 chances sur 3 que ça change. Vous êtes quand même obligé de vous dire, je vais quand même devoir défendre les 3 points. Ensuite, vous avez site ésotérique. Donc ça, c'était à mon sens un scénario de frustration par excellence parce que seuls les porteurs d'artefacts ou les sorciers pouvaient tenir les points. Vous aviez des armées comme les Fire Slayer ou les Caradons qui n'avaient pas de sorciers. Donc vous aviez que vos pauvres porteurs d'artefacts qui étaient en général parce que les bataillons étaient trop chers, qui étaient des totems buffers qui n'avaient aucune résistance, qui mouraient très vite et la partie était automatiquement perdue. Donc maintenant, ils n'ont pas autorisé les lignes comme l'autre à le faire. Par contre, c'est tous les héros qui peuvent tenir les points. Ce qui veut dire qu'on va quand même passer de 1 ou 2 personnages potentiellement capables de tenir les points à 3, 4, voire 5. Donc c'est quand même pas mal, ça va rendre le scénario plus jouable. C'est le scénario qui, dans tous les tournois que j'ai fait, se terminait le plus souvent à la pause buvette parce qu'au bout d'1 heure et demie, tout le monde avait snipé les 2 persos de l'autre et la partie était terminée. Ça s'est même vu tour 1, tu sais. Ouais, ça s'est même vu tour 1. Moi j'ai perdu avant d'avoir commencé à jouer ce scénario-là. Mon adversaire a joué Nurgle, il a joué l'Ancestor, j'ai perdu. On a rangé. C'était à Londres, c'était pénible d'avoir fait le voyage pour perdre comme ça. Voilà, donc ce scénario va permettre de jouer encore une fois plus longtemps et c'est vraiment bien pour ça. C'est vrai, il y a une dédicace marquée DTC Pride. Ensuite, vous avez l'orbe de transfert, le scénario final, donc c'est pareil, qui était un gros scénario à frustration. Ils ont gardé le bon côté que les persos sorciers comptent pour 20 figurines. Ils ont rajouté les persos porteurs d'artefacts qui comptent pour 20 figurines aussi. Gros bonus. Et comme vous le voyez, l'orbe part quand même nettement moins n'importe où. Déjà, quand on fait un 5 ou un 1 ou un 6, il ne rebouge pas, ce qui pouvait l'emmener vraiment beaucoup trop loin. Et il reste quand même globalement le long de la diagonale centrale, il part pas se cacher n'importe où, donc il est pour le coup moins aléatoire, donc plus stratégique et ça c'est assez appréciable aussi. Yes. Voilà. On a fait le tour des 12 nouveaux scénarios. Ce qu'il faut déjà voir, c'est que en gros, les modes de déploiement sont bien plus en adéquation avec ce qu'on imagine de la stratégie autour de ces objectifs-là. Et aussi que les personnages qui portent des artefacts sont encore plus importants qu'avant. Est-ce que c'est pour ça finalement qu'au niveau de la modification des coups en points, les bataillons restent très chers? C'est peut-être ça. Ah ouais, c'est possible parce qu'il y a quand même ce scénar-là, donc qui est quand même assez souvent joué aussi en tournoi parce qu'il est stratégiquement aussi intéressant, qui nécessite vraiment d'avoir des sorciers et des porteurs d'artefacts. Donc c'est vrai que ça explique aussi en partie le coup en point des bataillons, quoi. Ensuite, au niveau du manuel du général, on va aussi découvrir les 6 scénarios qui sont faits pour les batailles de rencontre, sous-entendu le petit format dont on a parlé tout à l'heure en 1000 points. Pour le coup, les scénarios sont assez rigolos. Encore une fois, le problème n'est pas la façon de jouer, mais directement ce qu'il y aura sur la table. En fait, et c'est là où ça va créer des disparités. En fait, on ne veut pas non plus dénigrer ce format qui n'est pas adapté au 2x1000, qui est un format de tournoi qui est assez populaire, donc c'est pas adapté parce que vous devez diviser votre armée en 3, il y en a une partie qui arrive plus tard, enfin à 4 joueurs autour d'une table, ça devient le bazar. Quand vous démarrez le jeu, c'est très sympathique de pouvoir jouer dès 1000 points sans être obligé d'avoir une collection complète. Maintenant, le problème vient du fait qu'à format restreint, les déséquilibres de certaines unités qui ne sont pas restreintes, elles pour le coup, je pense à Moratti, mais il y en a plein d'autres, sont encore plus flagrants qu'à 2000. Donc en fait, compétitivement, si on va vraiment dans des listes dures, le format est moins équilibré qu'à 2000. C'est la petite doléance. C'est bien d'avoir restreint à 2 War Scroll maximum et à un seul bataillon, par exemple, ça c'est bien. Et on peut se payer qu'un seul Lespel, pareil, faire des restrictions qui sont intelligentes. La vraie restriction intelligente, ça aurait été de dire voilà la limite de coups en point que vous pouvez atteindre. C'est vrai que commercialement, c'était peut-être compliqué, donc ils l'ont pas fait. C'est vrai. Et remarque, si vous voulez même tester en fait les 12 nouveaux scénarios, vous avez juste à diviser les objectifs par 2 et à jouer sur du 48 par 48. Vous pourrez largement savourer le jeu et les cinématiques de déploiement et ainsi de suite. On va maintenant passer à ce qui va faire la richesse de ce manuel général, à savoir les aptitudes d'allégeance, notamment pour ceux qui ont un Battle Tome assez vieux, ou tout simplement qui n'en ont pas. Exactement. Là, il y a des très bonnes surprises. On a parlé de la destruction tout à l'heure, mais il y en a aussi malheureusement d'un petit peu fade. On va commencer par les Darkling Coven, c'est ni plus ni moins que les anciens elfes noirs. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur eux? Comme ça n'a pas changé, on va pas trop rentrer dans le détail quand même. Alors, de ce que j'ai vu, il n'y a pas de changement sur l'aptitude globale de l'armée, c'est-à-dire en fait, ils ont un peu comme les Free People. La plupart des War Scroll bataillons des troupes de base de cette unité, que ce soit les épéistes, les lanciers ou les arbalétriers, c'est le fait que plus ils sont nombreux,
plus leurs attaques font mal. Et en fait, ils comptent les unités alliées à côté comme faisant partie des leurs. Autrement dit, par exemple, les arbalétriers, quand ils sont 30, ils déclenchent un bonus. Je dis 30, mais ça se trouve c'est 20, mais ils déclenchent un bonus au-delà d'un certain nombre. Et bien là, s'ils sont 10, mais qu'à côté de ça, il y a 20 lanciers, ils sont considérés comme étant 30. Donc il y a un côté de la force fait le nombre, qui est quand même assez particulier chez ce qu'étaient les elfes noirs avant. Bon, donc ça c'est l'allégeance de l'armée, elle est assez moyenne. Il y a malheureusement pas de domaine de sort. Les traits de commandement et les objets de pouvoir ont pour moi pas changé. Il y a peut-être un ou deux, mais j'ai pas trop vu la différence, qui sont sympathiques sans plus. L'armée, grosso modo, d'Arcane Coven, voilà, c'est des arbalétriers, des lanciers, avec des personnages sur dragon pour les mener, une magie correcte, et la perle de cette armée, c'est l'exécuteur, voilà, qui n'a pas baissé, mais qui reste une très très bonne unité, sachant que sa règle, c'est quand il fait un 6 pour toucher au corps à corps, il met directement 2 mortels, et qui sont sur des socles de 25. Donc ils sont chers, mais si vous arrivez à protéger, au corps à corps, ils font très mal. Vous avez aussi la garde nord qui a baissé en points. Donc, c'est pas mauvais. Maintenant, c'est pas une révolution de cette allégeance-là. D'accord. Maintenant, on va parler de l'aptitude d'allégeance des Dispossessed, sous-entendu des nains. Comme la plupart des anciennes figurines qui n'étaient plus jouables en 2018 redeviennent jouables en 2019, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette allégeance? En fait, les Dispossessed ont une règle de rancune, c'est-à-dire en gros, vous allez choisir les monstres, les personnages, ceux qui ont un gros mouvement, ceux qui ont une grosse sauvegarde, et vous allez pouvoir relancer les uns contre eux. Ceux qui sont plus grands que toi dans la vie, ça marche? Non. Ce serait 100%. Ouais, mais ça marche pas. C'est con. Donc ça, c'est pas très folichon. Vous avez un ou deux objets sympas, notamment qui permet de faire une faible. Vous avez des traits de commandement corrects pour bien tanker au niveau de la brèverie. Ce qu'il faut voir, c'est comme tu disais, il y a des nouvelles unités qui redeviennent jouables, notamment les catapultes des rancunes, les balistes, l'enclume du destin. Certainement les tueurs, on n'a pas vérifié, mais ils devraient être là aussi, qui ne sont pas des Dispossessed, mais qui sont des alliés du Hardin qui vont être possibles de prendre. Et il y a des combos à faire entre, par exemple, les brise-fer ou les marteliers et l'enclume du destin. Voilà. Donc ça, c'est bien. Je pense que cette allégeance, qui n'est pas extraordinaire et qui ne va pas apporter grand-chose par rapport à ce qu'elle était avant, mais le fait qu'il y ait des nouvelles figurines dans le manuel général qui redeviennent jouables, donne envie de la retester un petit peu, parce que je pense qu'il y a des choses assez sympas à faire dessus. Yes. On va maintenant s'attaquer justement aux allégeances pour lequel il y a des modifications ou en tout cas il y a une vraie jouabilité et rejouabilité en fait là-dessus, c'est les Séraphons. C'est une des factions en fait qu'on décrit comme top méta en fait, comme étant top tier, clairement god tier en fait avec les doteurs. Ici c'est rigolo, ils ont un très vieux battle tome mais à côté de ça ils restent très performants. On va donc faire un focus sur leur allégeance. Je commence tout de suite avec Maître de l'Ordre. Les sorciers Slann peuvent tenter de dissiper les sorts ennemis lancés n'importe où sur le champ de bataille et tenter de conjurer les sorts persistants n'importe où. Ils sont donc pas régis par les 30 pouces. Alors avant, ils dissipaient sur toute la table. Bienvenue en 2019 pour les Séraphons. Maintenant, ils conjurent aussi sur toute la table. C'est un petit bonus qui leur manquait. C'est modernisé. Maintenant, ils l'ont. C'est modernisé, c'est bien. Premier hub des Séraphons. Ensuite, ils vont avoir Contemplation des Anciens. À la fin de votre phase de héros, vous pouvez choisir un sorcier Slann ami et remplacer le sort qui connaît du tableau des sorts qu'on verra tout à l'heure avec un nouveau sort, à savoir qu'on soit on tire au dé, soit on le choisit. Oui. Donc on le choisit. Donc en fait, avant, ça c'est un nouveau bonus, parce qu'avant, ils n'avaient pas de domaine de sort. Donc maintenant, ils ont un domaine de sort. Et donc ils vont être obligés de faire un choix en début de partie pour dire je vais prendre celui-là. Et à la fin de chaque tour, ils vont se dire quel sort je vais avoir besoin au prochain tour. Ah, je vais prendre celui-là. Bon, ça, plus la dissipe sur toute la table, plus la conjuration sur toute la table, ça remet vraiment les Slann là où ils devaient être, c'est-à-dire les meilleurs sorciers du monde. Là, on l'a clairement compris. D'un autre côté, c'est des mecs qui ont vu l'Apocalypse. Alors, le seul truc qui est bien, c'est qu'avant, en fait, ils se servaient de leur sort pour invoquer. L'invocation était extrêmement forte, elle n'a pas changé. Elle est toujours extrêmement forte. Maintenant, ils vont être tentés. Maintenant, ils vont être tentés de se dire « Ah, peut-être que je vais lancer ce sort-là ». En fait, ils ont plus de choix. Donc, ils sont encore plus forts qu'avant à ce niveau-là. Attends, ce qu'il faut juste noter, c'est que là où je trouve qu'en effet, c'est un petit peu pipé, c'est que c'est la seule faction qui a la faculté de connaître tous ces sorts. C'est ça. C'est les maîtres de la magie. Ouais. Et le Slann n'a pas pris en point. Et Croc a baissé. Baissé, ouais. Donc ouais, ça, j'avoue, voilà. c'est pas mal. Ensuite, on va avoir Seigneur de l'espace et du temps. À votre phase de héros, vous pouvez choisir une unité Séraphon amie n'importe où sur le champ de bataille et la transporter à travers l'espace et les temps. Si vous le faites, retirez-la du champ de bataille et remplacez-la à 9 pouces de toute figurine ennemie. Cela compte comme un mouvement pour cette unité. Alors ce qu'il faut noter, c'est qu'en fait, avant, vous jetiez un dé, sur 1 ou 2, ça ratait. Sur 3 ou 4, ça faisait cet effet-là. Et sur 5 ou 6, vous pouviez rebouger derrière. C'était débile. Donc en fait, sur 5 ou 6, c'était trop fort, ça créait de la frustration. Et sur 1 ou 2, ça en créait chez vous parce que vous ne faisiez rien. Donc en fait, ils ont enlevé ce tableau. Donc maintenant, l'aptitude est parfaitement stable. Donc au final, comme en tournoi, sur une liste équilibrée, vous cherchez la stabilité, c'est un tout petit peu meilleur qu'avant dans l'ensemble, même si vous pouvez plus faire le coup complètement craqué de je téléporte mon unité, j'ai un peu de chance, j'ai fait 5 ou 6, je rebouge derrière et je te charge. Voilà.
Donc les adversaires vont peut-être apprécier le fait qu'ils puissent plus se faire charger automatiquement par des trucs qu'on fait pas neuf et qu'on rebougeait aussi. Et le joueur Seraphon va aussi apprécier le fait qu'il peut plus rater sa TP. Je pense globalement que c'est quand même un up. Et enfin, t'en parlais tout à l'heure, c'est leur capacité d'invocation. Donc la capacité d'invocation, en fait, c'est simple. Si vous avez un général Slann, il peut choisir de sacrifier un sort ou plusieurs sorts pour gagner 3 points de convocation à chaque fois qu'il va sacrifier un sort. Donc un Slann, par exemple, qui peut lancer 3 sorts, il peut sacrifier ces 3 sorts pour gagner 9 points de convocation. Excuse-moi, juste pour préciser, à 6 points, on va avoir 10 Kink. À 12 points, on va avoir par exemple 3 Terradons. Ou 3 Reapers. Ou 3 Reapers, exactement. Ensuite, si on monte un petit peu, à 18 points, on va avoir un Troglodyte ou 20 Saurus, juste pour information. Et à 24 points, on va pouvoir avoir un Bastiladon, par exemple. Voilà. Donc, c'est fort, le tableau n'a pas changé. En général, on invoque soit des Skinks, soit des Reapers. Donc, personnellement, j'espérais que les Skinks et les Reapers coûtent un petit peu plus cher, ce qui n'est pas le cas. Vous pouvez aussi gagner des points quand vous avez un Astrolith Birard, qui vous en donne un des 3. Si votre Slann est votre général, vous gagnez aussi un point. Et il ne faut pas oublier les Chromanticogs, par exemple, ou le Pilier de Pouvoir, qui vous permettent de lancer plus de sorts. Donc, les Chromanticogs ont pris un peu plus cher. Le Bellwind Vortex, lui, n'a pas été changé. Donc, ça reste une invocation qui est extrêmement forte, qui fait la force des Séraphons. Parce que non seulement avec leur aptitude qui permet de se TP sur toute la table, ils ont une très bonne mobilité, et en plus ils peuvent invoquer ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que vous avez besoin de masse, vous allez invoquer du skink. Si vous avez besoin de gérer la horde, vous pouvez invoquer des Reapers dactyles qui sont des tondeuses énormes qui vont tout raser. Je l'ai fait 2 fois. Je l'ai fait 2 fois. C'est ça, voilà. C'est bien. Si vous voulez casser, vous pouvez invoquer du gros monstre pour casser de la sauvegarde, vous pouvez invoquer des persos pour vous renforcer sur les scénarios de personnages. L'invocation est une des grosses bases de la puissance des Séraphons. Elle n'a pas été changée. Ce qui, à mon sens, c'est assez compliqué. Dans l'article de Community, Games a dit que les Séraphons avaient brièvement dominé le début de la V2 grâce à leur process d'invocation, et qu'après les gens avaient réussi à le contrer. Moi, je pense qu'ils sont meilleurs que moi, parce que moi, j'ai toujours pas trouvé. Voilà, donc faut tuer le Slann, en fait. Voilà, si vous n'arrivez pas à tuer le Slann... C'est un mec en 2+, quand il est dans un couvert. C'est un mec à 2+ dans un couvert, qui peut porter un artefact qui lui permet de revenir à la vie, qui est quand même assez difficile à viser, qui s'est surtout caché derrière un décor la plupart du temps, parce qu'il n'a pas besoin de voir. Voilà. Donc c'est compliqué d'aller le chercher. Contre une armée qui a un des meilleurs map control du jeu en plus, voilà. Donc l'invocation est très forte, elle l'est toujours autant. Maintenant on va passer rapidement sur les traits de commandement et sur les artefacts, en rappelant simplement que le très bon trait de commandement qui permet de téléporter 2 fois mémoire absolue est toujours là, et que les bons artefacts qui permettent par exemple au Slann de ressusciter avec la rectrice incandescente, ou alors le bouclier coronal qui permet de mettre des -1 pour toucher, sont toujours là. Donc à ce niveau-là, ils n'ont rien perdu. Et cerise sur le magnifique gâteau reptilien des Séraphons, ils ont gagné un domaine de sorts. Exactement, qui contiennent donc 6 sorts. Comme on le disait tout à l'heure, on va devoir en choisir un quand on fait sa petite liste d'armées pour le tour 1. Et après, on pourra tout simplement les choisir pour les tours suivants. Le premier va être Apothéose Céleste, qui a une valeur de lancement de 5. Si lancé avec succès, choisissez une unité amie entièrement à 18 pouces ou moins et visible du lanceur. Donc là, attention, particularité, parce que en gros, en général, il peut lancer des sorts partout. Mais là, on doit quand même garder le visible. Guérissez une blessure allouée à l'unité choisie. De plus, jusqu'à votre prochaine phase de héros, soustrayez 1 à la caractéristique de bravoure des unités ennemies, tant qu'elles sont à 3 pouces ou moins de l'unité choisie. Bonjour les Reapers. C'est assez faible quand même, parce que guérir un point de vie, c'est pas extraordinaire. Le -1 en braverie, enfin les Reapers, ils te font quelque chose comme 60 blessures quand ils arrivent. Donc le cratère qu'ils ont laissé quand ils ont tapé, il aura -1 en braverie, mais de toute manière, ça changera pas grand-chose. Donc celui-là est assez anecdotique. Sur Milad Chiran, ça change beaucoup. Ensuite, on va avoir Griffed à de la gloire, qui a une valeur de lancement de 6. Si lancé avec succès, choisissez une unité amie entièrement à 18 pouces ou moins et visible au lanceur. Vous pouvez relancer les jets de touche de 1 pour les attaques faites par l'unité choisie jusqu'à votre prochaine phase de héros. Celui-là est pas mal parce qu'en fait, il n'affecte pas les Reapers qui relancent déjà tout de base. Par contre, il va affecter les Saurus, qui n'avaient pas de bonus en fait pour relancer les 1, sauf le point de commandement qu'on a vu tout à l'heure. Mais c'est un sort, donc ça coûte quand même moins cher qu'un point de commandement, et ça va permettre de relancer les 1, ça leur donne un petit buff, sachant qu'ils sont passés de 10 à 9 points pièce. Voilà, dans le sens de Games qui essaye un peu de ramener le Saurus au détriment du Skink, même si c'est pas encore assez, ça reste un petit effort, c'est sympa. Yes, ensuite on va voir Marche entre les royaumes, qui a une valeur de lancement de 6. S'il est manifesté avec succès, choisissez une unité amie visible à 18 pouces ou moins, et celle-ci gagne vol jusqu'à votre prochaine phase de héros. Alors c'est très fort de voler, en fait, surtout en Séraphon, surtout avec les Skinks. En fait, avant c'était l'aptitude de commandement du Slann qui faisait ça, sur quasiment toute l'armée. Là, vous allez devoir lancer un sort pour le faire. Par contre, ça va vous permettre, si vous n'avez besoin de faire voler qu'une seule unité, d'économiser votre point de commandement. Donc, c'est pas mal. Ensuite, Convocation météorique, qui a une valeur de lancement de 7. Si lancé avec succès, choisissez une unité ennemie à 24 pouces ou moins et visible du lanceur. Jetez 8 dés. Pour chaque 5+, elle subira une blessure mortelle, 2,7. Ouais, c'est ça. Ça reste un blast qui fait 2,7 mortel, donc c'est quand même pas mauvais, avec une portée qui est pas extraordinaire, mais il faut se rappeler que le Slann lui-même peut se téléporter.
Le slan peut fiabiliser ses invocations avec les constellations, en fait. Il peut se donner de +1 à +2 pour lancer les sorts, donc même le 7 n'est pas si dur à lancer. Ça rajoute un peu de blessure mortelle au Séraphon. C'était peut-être le seul petit truc qui leur manquait, c'est du sniping précis à la blessure mortelle. Bah voilà, ils ont déjà un début de réponse avec ça. Yes, ensuite délitement mystique, qui est le valeur de lancement de 8 si lancé avec succès. Choisissez un héros ennemi avec un artefact de pouvoir à 12 pouces ou moins et visible lanceur. Le héros ennemi subit D3 blessures mortelles, puis jetez un dé sur 5+, l'artefact du héros ne peut plus être utilisé. S'il s'agit d'une arme, elle redevient normale. Bah c'est assez fort parce que ça fait déjà D3 mortels, donc c'est un tout petit peu dur à lancer, la portée est courte, mais encore une fois, TP plus fiabilisation via les constellations. Et puis re-TP avec le trait qui permet de faire de fort. Il peut re-TP. Et mine de rien, c'est un artefact, il y a des fois où c'est très très fort. Voilà. Parce qu'il y a des artefacts qui sont assez anecdotiques, mais vous avez par contre des artefacts qui sont majeurs pour les listes. Je pense par exemple au Fire Slayer. Leur bannière qui tend leur portée à 18 pouces. Et ben imagine, tu as calculé ta bulle avec la portée à 18. Le mec il fait... Lui, t'as -1 ta save, mec. Lui il se TP, il te casse ça, tu repasses à 12 pouces, du coup t'es dehors. T'as -1 à ta save, au niveau des stats, tu te prends 9 Reapers sur la tête, ça change tout. Voilà, donc c'est un très bon outil qui a rajouté pour les Séraphons. Ouais. Et enfin, le dernier va être Tempête Stellaire, qui est une valeur de lancement de 8. Si lancé avec succès, choisissez une unité ennemie à 24 pouces ou moins et visible de lenteur. Jetez un dé pour chaque figurine dans l'unité. Pour chaque 5+, alors elle subira une blessure mortelle. Donc c'est quand même assez fort. C'est une peste en fait, c'est une peste Skaven chez les Séraphons. À noter qu'il n'y a pas besoin d'avoir les figurines importées comme le Gun Summoner, c'est les figurines de l'unité. Donc comme on a encore une fois via la TP une très bonne mobilité, on va toujours être apporté. Donc ça nous permet de faire un tiers d'un pack qui n'aurait pas de Feel No Pain à chaque fois qu'on lance le sort. Alors 8, c'est un tout petit peu compliqué à lancer, heureusement, parce que c'est un très bon sort. On a fini avec nos amis les lézards, on va retourner dans les bois, enfin y rester d'ailleurs, je ne sais pas, avec les Wanderers, donc les anciens elfes sylvains. Encore une fois, le Battle Tome des Sylvanettes n'est pas encore sorti, mais pour ceux qui ont des anciennes figurines, on a vu dans la dernière vidéo que leur coût en points avait grandement changé. Ici, il n'y a pas nécessairement de changement, mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur leur méta? En fait, c'est une armée qui est très mobile parce que l'aptitude de leur allégeance leur permet de s'enfuir d'un bord de table et de réapparaître sur le même bord de table mais plus loin, avec des traits de commandement qui permettent de réapparaître sur n'importe quel bord de table. Vous avez des traits de commandement aussi très intéressants qui permettent de ne pas cibler vos personnages s'ils ne sont pas les figurines les plus proches, un tout petit peu inspiré d'un lointain futur à ce niveau-là. Vous avez un bon bataillon qui synergise bien si un personnage arrive à s'approcher. Donc on a envie de taper le personnage mais on ne peut pas extraire de commandement là. Donc c'est une armée de saturation de tir qui était à la limite de la vraie bonne jouabilité, et vu la baisse de tous les coups en points, je pense qu'elle redevient assez intéressante. Et dans la méta qui se dessine, elle est assez intéressante aussi, parce que elle est magnifique en plus. Elle est très belle. Et par exemple, des gros monstres type Terrorgeist, Buveur de sang, Gardien des secrets, ce genre de choses, vont pas aimer les 40, 50, 60 archers qui TP partout et qui leur tirent dessus. À noter aussi qu'ils peuvent se désengager et tirer, ce qui est aussi très fort. Donc c'est une armée savonnette, MSU, qui tire beaucoup, qui est assez intéressante, et comme je disais, elle était limite jouable, même si des fois elle fait des bons résultats en tournoi, c'est assez surprenant. Et là, avec la baisse globale de ses coups en points, je pense que ça va devenir un challenger assez intéressant. Ensuite, dans les aptitudes, on va découvrir ou redécouvrir les Slave to Darkness. À noter quand même qu'on l'a vu dans la vidéo précédente, mais au niveau des coups de changement en points, il y a quasiment que les maraudeurs montés, en fait, qui sont vus leur point de baisse. Ouais, l'allégeance était un peu décevante, elle l'est toujours. En fait, l'avantage des Slave to Darkness, c'est qu'ils peuvent être marqués et inféodés à n'importe lequel des 4 dieux. Donc ils sont quand même quasiment toujours systématiquement plus rentables dans leurs allégeances respectives. Des maraudeurs de Nurgle sont meilleurs par exemple que des maraudeurs Slave to Darkness, pareil pour Khorne, Tins ou Slaanesh. Donc l'allégeance en elle-même n'est pas extraordinaire, surtout qu'elle est même limite par certains aspects moins forte que l'allégeance chaos générique auquel ils pourraient aussi prétendre, où il y a un très bon artefact qui les immunise moral, sachant que c'est le gros défaut de l'armée. Là c'est quand même un peu moins vrai. Vous avez l'œil des dieux, qui est le coup classique du champion du chaos, qui s'il arrive à tuer des héros, accomplit sa destinée, peut se transformer en prince démon. C'est fluff, mais c'est pas extrêmement fort. Ouais, mais je pense que le jour où tu y arrives, tu fais pourquoi moi? Ouais, et quand tu te transformes en enfant du chaos, après t'as ta tête, donc c'est moins sympa. Ensuite, on va passer et on va même rentrer dans le détail d'une nouvelle allégeance, enfin, en tout cas d'une allégeance qui existait déjà mais qui a été quasi à 100% revue. En plus, on l'a vu, mais ils ont eu leur coup en point, mais quasiment diminué de 20%, voire plus sur certaines entrées, c'est les Iron Joe. Et ça, c'est une très bonne chose. On va se faire limite là en quelques minutes un Battle Tome review, puisque c'est quand même une des armées les plus charismatiques de Geoff Sigmar. Enfin franchement, c'est quand même des mecs tout verts, musclés, qui vont tout droit. Eux, côté droit, ils s'en battent les couilles. Ils l'ont laissé dans la hutte, mon pote. Donc on va quand même lire leur aptitude, puisqu'en trait de bataille, on va voir à la castagne. À la phase de combat, après qu'une unité Iron Joe amie ait effectué toutes ses attaques, si elles ont provoqué la destruction d'au moins une unité ennemie, une unité Iron Joe amie qui n'a pas encore combattu à cette phase
phase et qui est frustré, donc peut combattre immédiatement au lieu de le faire plus tard à cette phase. Ah, ça c'est très bien parce que sur des placements intelligents, vous allez avoir votre personnage par exemple qui a chargé un pack et qui a chargé une petite unité à côté, il va tuer la petite unité à côté, ça va permettre à vos Gorgonta de réenchaîner, etc. Vous pouvez faire, je pense, des enchaînements si vous vous placez intelligemment et vous faites les bonnes charges, assez dégueulasses pour l'adversaire. Surtout, c'est ta gueule le jeu alterné. Et Age of Sigmar étant un jeu à chaque fois raser une unité. Non, mais deux fois de suite, c'est déjà fort. Ouais, c'est fort. C'est un bon bonus de nos amis Iron Joe, c'est bien ça. Ensuite, on va avoir Avid dans Découdre, ajouter 1 au jet de charge pour les unités Iron Joe amis. Ça, c'est très bien, parce que c'est une armée de corps à corps qui avait un énorme problème de mouvement et de projection. Ils avaient quasiment aucun fiabilisateur, enfin c'était très compliqué pour un pack de brutes de traverser la table. On a vu qu'il y avait une ébauche de solution avec Locon, le Soulseeker de Forbidden Power. Parce que concrètement, en plus, à ce que j'avais dit dans la vidéo, après il y a des tests qui ont été faits. En fait, des brutes, on en met beaucoup plus que ce que je pensais. En fait, on met, je crois, de mémoire 40 socs de 25, 30 socs de 32 et jusqu'à 15 ou 20 socs de 40. Donc en fait, on peut TP notre pack de brutes. Du coup, il va TP à 9, et ben la charge sera à 8, avec ce petit bonus-là. Même encore plus avec par exemple des chronomans anti-coq, ça peut faire des charges à 7, etc. Donc ça, c'est un vrai bon bonus dont l'armée avait besoin. Ils vont aussi avoir une nouvelle aptitude de co qui s'appelle Destructeur Irréductible. Vous pouvez utiliser cette aptitude à votre phase de héros. Dans ce cas, choisissez une unité Iron Joe ami à 12 pouces ou moins d'un héros ou 18 pouces si ce héros est votre général. Cette unité peut effectuer un mouvement normal si elle est à plus de 12 pouces de toute unité ennemie, engager et attaquer avec toutes ses armes de mêlée si elle a 3 pouces ou moins des unités ennemi ou tenter de charger en autre cas. Vous ne pouvez pas choisir la même unité pour bénéficier de cette aptitude de commandement plus d'une fois par phase de héros. Alors, ça ne se stack pas, mais ça se spam sur différentes unités. En fait, c'est très très fort. Avant, ils avaient un trait qui disait que pour chaque personnage, vous jetiez un dé, sur un 6, il autorisait un mouvement, et le général avait plus 2. Donc déjà, hyper aléatoire. Déjà, rien que sur le 4+, c'était une chance sur 2 de le rater, et sur les 6, c'était anecdotique. Maintenant, vous contrôlez ça parce que c'est un trait de commandement. Donc, si vous avez des points de commandement, sachant que leurs bataillons, comme tu le disais, ont énormément baissé, vous allez pouvoir en générer quand même un certain nombre. Il y a parmi les moins chers du jeu. Hein, donc ça, c'est bien. Donc, vous allez pouvoir contrôler votre projection à coup de points de commandement, ce qui est très bien. Et vous avez maintenant une activation et un peel-in de corps à corps en face des héros. Ça, c'est très très fort aussi. Ça peut totalement débloquer des situations où votre adversaire vous a fait une vieille charge en coin sur votre pack de brutes pour vous retenir. C'est à vous de jouer, vous la coupez en face de héros. Et après, vous vous projetez normalement, avec un mouvement normal, et vous allez charger avec votre bonus de +1. C'est cette nouvelle aptitude de commandement-là qui rend les Iron Joe très bien, en plus de leur nouveau domaine de magie. Et beaucoup plus fiable. Et donc à prendre au sérieux, en fait. Voilà, c'est ça. Et ça les remonte bien. Ça, plus la réduction des coups en points, ça les remonte vraiment bien. On découvre aussi le fait qu'ils ont un domaine de sort à eux, et ça, c'est juste trop cool. En plus, ils ont charté ça un petit peu à la orc style, donc c'est trop cool. Le premier va être Plose tête. Le chaman jette un regard noir sur sa cible et libère une décharge à faire exploser le crâne. Qui a une valeur de lancement de 5. S'il est lancé avec succès, choisissez une unité ennemie à 15 pouces ou moins et visible du lanceur, jetez 2d6. Si le résultat est supérieur à la caractéristique de bravoure de l'unité, elle subit D3 blessures mortelles, sinon elle n'en subira qu'une. C'est un upgrade de l'Arcane Bolt qui est pas inintéressant. 15 pouces, c'est bizarre comme portée. Ouais, je sais pas pourquoi. En plus, il n'y a pas de chiffre orc particulier, enfin à ma connaissance, donc je sais pas. Ensuite, en sort numéro 2, on va voir Coup de boule. Cette tombe d'énergie verte est particulièrement néfaste aux sorciers ennemis. Ça a une valeur de lancement de 5. Si lancé avec succès, choisissez un héros ennemi à 16 pouces ou moins et visible du lanceur. Ce héros subit une blessure mortelle. Si ce héros est un sorcier, ça sera D3 blessures mortelles. Donc chez un sorcier, c'est pas mal. D3 mortels, pas conditionné en fait, pas jet de dés sur la barre de ça. C'est vraiment pas mauvais quoi. Et pourquoi là 16 pouces au lieu de 15 ? C'est les orcs qui savent pas compter. Ensuite, on va avoir Regard Cuisant, Mork ou peut-être Gork, octroie au chaman la capacité de projeter des rayons d'énergie scintillantes par ses yeux. Ça a une valeur de lancement de 6. S'il est lancé avec succès, choisissez un point du champ de bataille à 4d6 pouces ou moins visible du lanceur, tracez une ligne droite imaginaire de plus de 1 mm de large entre ce point et la partie la plus proche du lanceur, jetez un dé pour chaque figurine ennemie traversant ce point sur 5+, elle subit une blessure mortelle. C'est pas mal. Voilà, c'est-à-dire que ça peut faire des bonnes enfilades sur des cornons, sur des choses comme ça, donc ça c'est assez rigolo. Après, c'est traditionnellement pas des sorts qui sont exceptionnels, les lignes tracées, parce que votre adversaire peut s'arranger en s'espaçant bien pour vous choper pas tant de fils que ça, mais mine de rien, c'est toujours encore une fois des petits dégâts à prendre. Mon préféré, le grand main d'orc, c'est le da jump, sauf que le fluff est trop cool. Une main verte ramasse une bande d'Iron Joe et la redépose. C'est simple et efficace. C'est con, mais ça leur va très bien. Et ça, c'est beau. C'est une valeur de lancement de 7. Si lancé avec succès, choisissez une unité d'Iron Joe ennemie entièrement à 24 pouces ou moins et visible du lanceur et à plus de 3 pouces de toute figurine ennemie. Ça n'est donc pas un désengagement. Retirez cette unité et remplacez-la sur le champ de bataille n'importe où à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie. Cette unité amie ne peut pas se déplacer à la phase de mouvement qui suit.
Donc en fait, maintenant, vous avez Locon, vous avez la grande main de Gork, vous avez l'aptitude de commandement et vous avez le plus en charge. Donc en fait, vous avez 4 règles de projection que vous n'aviez pas avant, qui donnent du mouvement à cette armée qui n'en avait pas et qui la rend viable alors qu'elle ne l'était pas. Donc ça, c'est la vraie bonne surprise du manuel du général. C'est la résurrection de l'armée Ironjo qui était vraiment très très au fond. Et honnêtement, avec tout ce qu'on vient de dire, elle remonte très bien. Ce sort est indispensable, vous j'aurai au moins un sorcier pour l'avoir. Ensuite, on va avoir Krakele. Le chaman libère une énergie combative qui dope les bandes d'Ironjos proches. Ça a une valeur de lancement de 8, c'est lancé avec succès. Jusqu'à votre prochaine phase de héros, vous pouvez relancer les jets de blessure des attaques des unités Ironjos tant qu'elles sont à 12 pouces ou moins du lanceur. Donc le sort 8 est un tout petit peu difficile à lancer. Maintenant, on se rappelle qu'on a le pouvoir de la WAG, et si vous avez 20 orques autour, il a plus 2. Donc mine de rien, le sort à 8 passe à 6. Et ça devient tout de suite beaucoup plus facile à lancer. Et enfin le dernier, ça va être pouvoir de la WAG. Le chaman puise dans l'énergie WAG des boys autour de lui. Ça a une valeur de lancement de 6, si lancé avec succès, jetez un dé pour chaque unité Ironjos amie de 2 figurines ou plus se trouvant entièrement à 18 pouces ou moins du lanceur. Pour chaque 3+, vous pouvez choisir une unité ennemie différente à 24 pouces ou moins du lanceur. L'unité ennemie choisit des 3 blessures mortelles. Pour chaque 6, cette unité ennemie subit des 6 blessures mortelles au lieu de 3. Ça met un bon paquet de taquets quand même, hein. Parce qu'on peut facilement avoir 3-4 unités autour. Alors ils ont mis 2 figurines pour que les personnages ne comptent pas. Voilà. Donc on va dire on va faire 4 dés, donc on va lancer 4 dés, on va faire 1, 6, 2, 3+, et un échec. On va mettre toi D6, toi D3 et toi D3. C'est pas mal quand même de mettre autant de mortels pour un sort qui se lance facilement. Et comme tu viens de le dire, en fait, déjà l'intérêt d'avoir plein de figurines de côté de lui, ça veut dire qu'on va avoir plus de 12, ce 8 passera à 6. Ouais, c'est ça. Donc non, c'est un bon spell. Alors si on n'a qu'un chaman, on prendra la main. Si on en a 2, je pense que celui-là ou celui d'au-dessus sont quand même des bons... Celui-là, c'est une bonne chier de blessure mortelle, et l'autre, c'est un très bon fiabilisateur au corps à corps. Donc c'est pas mauvais. On le rappelle, le Weird Nob vaut 120 points. Est-ce que toi, t'en jouerais maintenant au moins 2 ? Bah avant, on n'en jouait qu'un seul, et encore pas toujours. Là, j'en jouerais au moins un, c'est sûr, pour la main. Et il faut voir ce que l'armée nous a permis d'économiser sur les points des Gorgonta, des choses comme ça, pour voir si on peut en caler un deuxième, mais franchement, ça commence à se réfléchir. Hein. Et comme tu me disais, bah t'as Locon, et effectivement, donc t'as un pour lancer la main, un pour lancer Locon, donc je pense qu'on en jouera 2, effectivement. Ah, il y a vraiment moyen de mettre grosse pression avec cette armée, il y a quand même un peu de PV à gérer, et surtout quand ça touche, ça envole. Hein. Attends, je pense que quand t'as un gros pack de brut suffisamment gros pour rentrer dans le Locon, et un autre pack sans aucune limite de brut, et que tu TP les deux à 9 pouces de l'adversaire, avec un héros qui va bouger derrière, se mettre à portée pour leur permettre de relancer leur charge à 8. T'as 2 charges à 8 relançables. Si l'adversaire fait pas bien ses cordons, il peut vite se retrouver avec des brutes très énervés au corps à corps, sachant que ça rigole, les brutes, ça déconne 0. Hein. Elles vous chopent, elles vous massacrent n'importe quoi. Le problème avant, c'est que c'était des orques en armure lents, qui avaient un mouvement faible et qui n'arrivaient pas à traverser le champ de bataille. Aujourd'hui, elles vont le traverser en se téléportant, un coup de pied vert aux fesses ou embarqué par le passeur de la main morte, là. Ouais, il y a des choses à faire. Ça, tester, ça c'est super intéressant. Ça les remonte bien. Hein. Et s'ils restent au corps à corps, en plus au tour d'après, vous pouvez claquer un CP pour qu'ils repilent en face de héros. Et là, ils vont se désengager. Et ils seront dans vos lignes. Et ça va être la grosse panique. Non, écoute, c'est très positif en tout cas de voir qu'ils ont réussi à redonner une identité aux Ironjos, qui était une armée assez charismatique en fait quand Age of Sigmar V1 est sorti, puisque ça avait énormément de projections, c'était sympa. Et ça s'est très vite essoufflé malheureusement au niveau du méta. Et là, c'est très positif. Ensuite, ils vont donner aussi des nouveaux traits de commandement. Je vais les lire assez vite. Tu fais avec ton doigt en haut si c'est bien. On va passer à montagne de muscles. Après que ce général effectue un mouvement de charge, vous pouvez choisir une unité ennemie à 1 pouce ou moins de lui et jeter un dé sur 2+, elle subira des 3 blessures mortelles. Bon, c'est pas terrible. Né pour se battre, vous pouvez relancer les jets de blessures pour les attaques faites par ce général s'il a chargé à ce tour. C'est pas terrible non plus. Ensuite, ruse de ouf. Juste pour le nom, excuse-moi, c'est direct pouce en haut. Jetez un dé au début de la phase de charge de votre adversaire sur 5+. Unité Ironjos amie entièrement à 12 pouces ou moins de ce général peut tenter de charger. Cette charge a lieu avant les charges ennemies. Alors, déjà rien que pour le nom. Ensuite, c'est malheureusement aléatoire, mais c'est hyper fort. Quand vous y arrivez, c'est monstrueusement fort. Comme les autres traits de commandement sont pas forcément tous extraordinaires, vous mettez ça en général sur Mokrocha, votre adversaire avant de s'approcher, il a peur quand même, hein, parce que... Mais c'est surtout que tu TP, tu charges à 8, tu la rates, elle est reroll, tu la rates, c'est à son tour que tu vas charger. Ça, tu peux réussir à charger derrière, franchement c'est très très fort. Carrément, ouais. Ensuite, charisme bestial. Si le général est choisi comme figurine à partir de laquelle l'aptitude de commandement présente exaltante est mesurée, vous pouvez choisir des 3 unités au lieu de 1 pour appliquer les effets. Alors celui-là, je le trouvais très bien. Parce que mine de rien, on a quand même aussi un petit problème de braverie dans l'armée. Donc celui-là, il le comble bien. Après, il y a un artefact qui le fait en mieux. Du coup, ça libère l'aptitude de commandement pour prendre la ruse de ouf. Et c'est bien. La ruse de ouf. Mec, c'est quoi ton trait de commandement? C'est la ruse de ouf. Juste pour ça, c'est trop cool. Limite, t'en prends une autre, tu lui donnes ce nom juste parce que c'est stylé. Ensuite, on va avoir prophète de la WAG. Si le général a l'aptitude de commandement WAG ou grande WAG, vous pouvez relancer le dé pour voir si les unités concernées peuvent effectuer une attaque supplémentaire. Si ce général n'a pas une de ces aptitudes, elle la gagne.
C'est bien un petit format, si votre général est un Wargnome Shaman qui n'a pas cette aptitude qui est assez importante. Petit format. Voilà, petit format 1000 points, là pour le coup, pourquoi pas. Et enfin, cuirassé, vous pouvez relancer les jets de sauvegarde de 1 pour les attaques qui ciblent ce général. Ça c'est nul par contre. Mec, elle est pas ouf. Ah ouais, elle est pas ouf, on comprendra la ruse qui elle l'est. Exactement. Ensuite, on va passer aux artefacts avec armure de Gork. Si les jets de sauvegarde non modifiés pour une attaque avec une arme de mêlée qui cible le porteur donne 6, l'unité attaquante subit une blessure mortelle une fois que les attaques sont résolues. Bah c'est pas si mal, parce que mine de rien, les persos sont quand même assez tanky par leur PV, ils en ont un certain nombre, donc mine de rien, il va rentrer dedans, il va faire très mal, et quand on va le taper, il va renvoyer 2, 3 mortels. Donc, c'est pas si mal. Ensuite, on va avoir le destructeur. Choisissez une arme de mêlée du porteur, augmentée de 1 sa caractéristique de dégâts. C'est moyen ça. Onction de Mork. Jetez un dé à chaque fois qu'une blessure ou une blessure mortelle est allouée au porteur. Sur 6, celle-ci n'est annulée. Ça rajoute 2,5 PV en tanking en stat. Limite, je préfère mettre 2 ou 3 mortels dans la tête de l'adversaire, ça me fait plus marrer. La dent d'or. Les unités Aeronjaws amies sont dispensées de tests de déroute quand elles sont à 12 pouces ou moins du porteur. Bah voilà, ça c'est le premier artefact que vous prendrez. Donc comme ça, vous aurez une dent d'or et vous ferez des ruses de ouf. Ça me paraît assez indispensable. Ça me paraît la base. Ouais, ça me paraît la base. Si j'avais suivi ces conseils, j'aurais jamais perdu le côté droit. Bah, après, vous avez des bataillons vraiment pas chers que vous avez envie de jouer. Il y en a même un, je crois, qui coûte 80 points, c'est-à-dire rien du tout. Donc vous prendrez d'autres artefacts, mais celui-là, c'est le premier. Ensuite, on va avoir griffe de Metal Ripa. Choisissez une arme de mêlée du porteur. Sa caractéristique de perforation devient -3 avant tout autre modificateur avec cette caractéristique. C'est pas mauvais. Après, la sauvegarde d'armure, c'est pas... Enfin, sauvegarde d'armure adverse, c'est pas un des plus gros problèmes de l'Ironjaw, qui a quand même pas mal de bons ouvre-boîtes. Maintenant, comme je disais, vous avez souvent 2 voire 3 artefacts dans l'armée. Pourquoi pas? Yes, et enfin le dernier, ça va être broche de boss. Ajoutez 1 à la caractéristique de bravoure des unités Aeronjaws amies tant qu'elles sont à 18 pouces ou moins du porteur, et soustrayez 1 à la caractéristique de bravoure ennemie tant qu'elles sont à 12 pouces ou moins de lui. Bah, sachant que vous en avez déjà 1 à 12 qui vous immunise totalement, rajouter plus 1 à 18, c'est pas extraordinaire. Le -1 sur l'adversaire, comme il est seul, enfin c'est le seul occurrence du -1 dans ce mini Battle Tom entre guillemets, il est pas dingue non plus. Moi je pense que je prendrais la dent d'or qui est obligatoire, et après soit un truc pour cogner plus fort, soit le truc pour envoyer des blessures sur des 6 qui est toujours sympa quoi. On a fait le tour. Des nouvelles règles de décor, des nouveaux triomphes, des nouveaux scénarios, et maintenant des nouvelles aptitudes d'allégeance. Honnêtement, c'est que du positif. Ouais. C'est un petit peu le moment où on va conclure justement sur ce qui devrait être le méta, ou en tout cas la direction où vont prendre les parties sur l'année à venir. Il y avait une petite déception en fait, puisque c'est évident que quand on reçoit les bouquins et qu'à l'intérieur de celui-ci on retourne dans ce fascicule, la première chose qu'on fait c'est aller voir les coups en point de ces unités. Ouais. Et en fait, je pense que c'est pas la bonne méthode, puisque c'est d'abord regarder comment est-ce qu'on gagne une partie, et c'est là où on va se rendre compte de la richesse. Il y a eu pas mal de déceptions justement avec la modification des coups en point, où c'est assez subjectif puisqu'on a chacun des attentes, et très peu en fait finalement qui ont eu une réponse, alors que là c'est quasiment tout dans le mille. Ouais. À part peut-être les Free People qui pourront regretter de ne pas avoir eu le traitement des Aeronjaws, et j'en suis désolé, ils l'auront peut-être plus tard. Effectivement, les scénarios sont globalement mieux. On a plus de traits de commandement génériques, on a plus d'effets de décor, on a des vraies règles de setup de décor qui définissent leur taille, leur nombre, comment on les place à plus de 6 pouces des objectifs, etc. Donc ça c'est vraiment du tout bon parce que ça va, comme tu disais, nettement baisser le nombre de prises de bec autour de mon objet et sur le décor, ma figurine changeante, etc. Donc ça c'est vraiment très bien. Débile, excuse-moi, voilà. Ma figurine elle est là. Enfin, allez, on a des nouveaux triomphes, donc ça c'est bien. On a la résurrection en combinant les deux manières entre leurs coups en point et ça, des Aeronjaws. Le méta va pas énormément changer de la direction dans laquelle il est. Je prends la réserve, à l'heure où on tourne cette vidéo, nous n'avons pas les points des 6 derniers Battle Tom. Gloomspite, Slanesh, Khorne, Flesh Eater Court, Fire Slayer, et le dernier... Skaven, voilà. Bien joué. Je t'écoute, hein. Ouais, yep. Voilà, donc... Ce côté-là, t'écoutes pas. Voilà. Il est resté au 15 juin. La moitié a retenu Skaven, c'est déjà ça. Mais aujourd'hui, la méta revient vers 2 choses, c'est-à-dire plus d'élite, moins de grosses hordes, des gros monstres, et donc le tir qui revient. Et on voit que les Caradrons reviennent, les Aeronjaws reviennent aussi, toujours avec beaucoup de projections. Seraphon restera toujours aussi fort, ça va rester l'armée dominante. Doc a pris un tout petit coup mais ne mourra pas. Peut-être la plus grande perdante globalement, c'est la Death. Et elle ne le méritait pas forcément, sauf la liste 120 Reaper. Je pense que les mix order génériques vont peut-être un peu changer. On va passer du dragon plus à l'armée de tir, ce qui est sympa aussi. Je pense qu'il va y avoir quand même plus de diversité. Il y a moins de vraies poubelles qu'avant. C'est-à-dire quand on voit le manuel général de l'année dernière, il y avait 3-4 factions extraordinaires et tout le reste était en dessous. Là, avec le rééquilibrage des points et la myriade de Battle Tom qui est sortie cette année, parce que
C'est quand même difficile de se plaindre du rythme de sortie de Guest. Un truc tout bête. Tu veux jouer Denis of Slanesh, putain, tu vas gagner des games. Ah oui. Non mais c'est trop cool. Oui, en fait, on est dans un ère où le méta est super galvanisant. Ouais. En fait, tu peux quasiment commencer aujourd'hui n'importe quelle armée récemment sortie, on va dire, et kiffer ta race en fait. Et même avec le système d'alliés, avec les nouvelles compagnies de mercenaires dont on n'a pas parlé, mais vous pouvez maintenant jouer des ogres, vous pouvez jouer des pistoliers de l'Empire, vous pouvez jouer des choses comme ça. Cette section, excuse-moi, en fait, ce qui est dans la section compétitive, enfin, la match play, on va dire, c'est uniquement les Fek et les Fire Slayer parce que ça vient, on va dire, de l'extension du mois dernier. Ici, pour les mercenaires, ça n'est pas rattaché au match play. À voir si c'est appliqué. C'est dans le narratif. Est-ce qu'ils vont y arriver un jour, et je suis passé rapidement dessus, c'est pas dégénéré. Donc pourquoi pas. Et comme tu disais, toutes les petites unités oubliées, et pas, je parle pas uniquement des Bretonniens ou des Rois des Tours, mais l'enclume, ce genre de choses qui reviennent, avec les petits rééquilibrages des coups en points, je pense qu'il y a des choses qu'on ne voyait pas et qu'on va revenir. Typiquement, clairement, l'Iron Joe, avant on en croisait un tournant, on était content. Non, en croisant un tournoi, si on ne s'est pas préparé à ce qu'est le nouvel Iron Joe, ça va faire bizarre. Et je pense pareil pour le Caradan. Et en fait, le méta change parce qu'il y a des nouveaux chasseurs qui arrivent. Du coup, leurs proies vont baisser. Par exemple, si l'Iron Joe redevient vraiment bon, le Caradan va être encore meilleur parce que le Caradan, il fumait l'Iron Joe. Et s'il fait toujours des bons cordons, bah, malgré les TP de l'Iron Joe, il va réussir. Voilà, donc c'est ce genre de choses qui fait que le méta va quand même continuer à tourner. Je pense qu'on va quand même rester sur gros monstres, élite, tir. Avec évidemment les armées de horde qui resteront toujours viables. Parce que ça reste un jeu de scénar et que tenir les points, bah, il faut des filles. Donc plus on a de filles, forcément, mathématiquement, plus on tient les points. Mais les hordes ont quand même pris des coups, notamment les Reapers. On a fait le tour justement de cette lecture et cette review un petit peu du manuel général 2019. Je trouve ça très galvanisant. Encore une fois, l'ensemble des scénars donne envie de jouer. Ça rafraîchit toutes les factions et ça donne envie, encore une fois, de tout tester. Et c'est le but, en fait, de ce manuel du général qui doit recréer un petit peu de méta. Tu dis que celui-ci ne va pas évoluer au niveau de la forme des listes, mais au niveau de leur jouabilité, je pense que si. Oui, et ça, c'est super positif. Sûr. Il y a juste quelques petites déceptions sur les idonettes ou chez les armées comme ça où on aurait aimé voir de nouveaux concepts émerger. Et malheureusement, ces armées restent toujours dans une optique vraiment, vous allez jouer, encore une fois, je prends le Kalinet, mais que des Murennes parce que les Trals sont pas encore là. Maintenant, on va peut-être pas trop en demander non plus. On a vu revenir les Caradrons, on a vu revenir les Iron Joe, on a vu des bonnes unités qui étaient complètement oubliées parce qu'elles avaient des coups en points déconnants comme l'Hurricanum ou des choses comme ça qui vont revenir. Les Wanderers ont baissé. Il y a plein de petites factions qui n'ont pas été oubliées en fait. Et les vraies grosses factions, à part le Séraphon, que je sais pas pourquoi, lui, il est intouchable, les Doc et la Death ont quand même pris un petit coup. Je pense que les Skaven et les Fake vont prendre aussi un tout petit coup parce que ce serait logique. Voilà. Je vais même aller plus loin, si tu veux, c'est intéressant. En fait, il faut savoir, entre guillemets, que du regard de Game Workshop, 2019 est une année pour Age of Sigmar. Et il y avait beaucoup d'attentes, mais en fait, je pense que ce qu'ils ont apporté est juste. Oui, c'est ça. Et donc, il n'y a plus qu'à attendre en fait la suite des Battletomes qui vont arriver pour cette année. Et c'est ultra prometteur. Donc vraiment, pour le coup, merci Games, parce que là, vous nous offrez vraiment une bouffée d'air frais pour Age of Sigmar. Ça fait super plaisir. On espère clairement que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce musclé vert dessus, puisque c'est l'heure des Iron Joe ma gueule. N'hésitez pas non plus à commenter cette vidéo si vous voulez continuer de supporter French War Game Studio ou m'aider à réparer le côté droit, à faire un tour sur Tipeee. Le lien sera dans la description. Et nous, on vous dit à plus les Wargamers. À savoir les nouvelles allégeances, les décors, les nouveaux triomphes et aussi le nouveau mode de jeu pour pouvoir faire des parties en 1000 points. Et les nouveaux scénarios, et les nouveaux... Putain, ça faisait beaucoup déjà. Hein. C'est pour ça. Pas mal de petites choses parce que je sais plus ce que c'est. Oui. Non, je m'en sors comme ça. Regarde, 3 idées max. Bon, après, regarde. Après, je pars. Après, je suis pas sûr de finir le tournage. Mes phrases est à chier. Excuse-moi, je reprends. Putain, mais au pire, il peut couper, non? Mais non, au bout d'un moment, tu peux pas couper une séquence pour qu'elle fasse 3 secondes. Même s'il est magicien, ce mec. Il est très magicien, ce mec. Il est tout seul en slip, là. Et c'est ça qui est beau. Envoie-moi une photo. Envoie-nous une photo. Vas-y. Le choix du premier tour, qu'on a de plus en plus tendance à laisser à l'adversaire pour pouvoir tenter le double tour fin de T1, début de T2, qui est assez impactant. Bah, ça va être plus compliqué parce que s'il va chercher les deux objectifs en zone neutre, qu'il a une arme avec suffisamment de projection, c'est plus compliqué pour vous. Donc c'est pas mal aussi à ce niveau-là. Et pour rendre à César qui est à César, c'est lui qui l'a vu, moi je l'avais pas vu ça. Tu couperas ça. Non, pourquoi? Parce que les gens savent que je suis plus brillant que toi. D'accord. C'est le tueur. Ça, tu le couperas par contre. C'est le mec s'en bat les couilles. Il sourit, mais il rage, mon Thierry. T'es où, Thierry? Pourquoi t'es pas là? Ouais, tu nous manques, parce que toi, tu me soutiens au moins. C'est les armées qui vont savoir réagir à ce genre de déploiement. Tout à fait.
C'est un jeu de mouvement, Pride. Faudrait que tu le retiennes un jour. Ouais, je vais retenir ça. Tu me regardais avec des yeux pleins d'amour, là. Oui. C'était beau ce que tu disais. Si j'ai plus qu'un côté, il faut que je sauve tout, tu sais. En fait, tu partais du côté gauche, tu partais du côté gauche.